Merci d'avoir participé à ce happening. Bonsoir. Il y en a beaucoup qui m'ont trahi. Ça fait déjà 2 séances qu'on fait et la première fois, plusieurs d'entre vous qui étaient là m'avaient promis de venir que dans 1 heure, histoire qu'on lui fasse croire que personne voulait voir la conférence. C'est pas cool de votre part, on s'organise. Notez que j'étais là aussi quand même. Donc on est très très content. Alors là, comme il y en a déjà qui le connaissent, vous pouvez même applaudir d'entrée, on ne va pas attendre la fin. Comme on est sûr que ça ne sera pas raté, vous pouvez applaudir Jean-Pierre Luminet. C'est vrai que les 2 dernières fois, on s'est un peu ennuyé avec Sylvie Vauclair. Son truc là sur la musique des sphères, c'était pas terrible. Sur les aurores boréales avec Jean Lillenstein, il a essayé de sauver un peu la soirée, mais bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Là, tout commence en 1951, à Cavaillon, à la maternité. À mon avis, on l'attendait à la sortie avec un bouquin pour qu'il s'y mette tout de suite, parce que vu ce qu'il a lu, vu ce qu'il a étudié, il y a eu du taf quand même. Alors je vais vous proposer soit d'acheter les 230 livres qui sont à la sortie, soit de sélectionner les 2 qu'on nous a donnés en plus grande quantité, un roman et un ouvrage de recherche et d'exposé sur ce qu'est le Big Bang. Vous pouvez aussi, si vous êtes un peu radin, simplement aller sur le site internet Luminescience, sur son blog, parce qu'il met à jour régulièrement une chronique absolument passionnante sur toutes les idées qui lui passent par la tête, sur des choses qu'il peut voir chez d'autres chercheurs. Enfin voilà, il y a un petit peu tous les commentaires d'un blog normal, et sauf que ce n'est pas normal, c'est vraiment passionnant. Donc on va essayer de se plonger ce soir dans les trous noirs. Pas trop vite, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué, et on va surtout penser qu'il n'a pas travaillé que sur les trous noirs. Certes, il est mondialement connu pour ce type de travaux, il intervient alors un peu partout. Tout à l'heure, il nous a juste mis, désolé pour le vocabulaire, il nous a juste mis un peu les boules pour son planning des dernières semaines. Allez, Moscou, Singapour, je ne sais plus, il y en a sorti pendant des heures. Voilà. Il a un beau planning de voyage pour faire ses conférences. Donc, ce n'est pas exceptionnel de venir à une de ces conférences. Là, vous n'êtes vraiment pas privilégié, quoi. On le voit partout. Et c'est vrai que dans ses autres travaux majeurs, il y a une théorie qu'il a élaborée sur les univers froissés, dont on a énormément parlé il y a quelques années et qui continuent de secouer un petit peu la planète. Ce sont 2 types de travaux, pour moi, ou pour ceux qui sont déjà venus passionnés d'histoire des sciences, qui sont quand même très différents. Parce qu'il y en a un où c'est super facile de remonter dans le passé pour rappeler un petit peu l'origine, faire une chronique là-dessus. C'est la forme de l'univers. C'est pratiquement né avec l'histoire de l'homme, avec toute une série de cosmogonies. On a toujours réfléchi à qu'est-ce qui nous entoure et quelle taille ça a et quelle forme ça a. Par contre, les trous noirs, on ne peut pas aller très loin quand même. On va quand même à la fin du XVIIIe siècle, avec Pierre-Simon Laplace qui commence à évoquer quelque chose qui ressemble un petit peu. Puis vous avez celui qu'on peut fourguer dans toutes les conférences, Arago, qui signale. Arago, c'est bizarre parce que quand on se plonge dans cet homme-là, en fait, il a presque été positionné sur tous les domaines de la science. Il a fait un certain nombre de découvertes, pas très connues du grand public parce qu'il est dans des domaines beaucoup trop pointus, ça n'a pas été facile à vulgariser, donc il a fait des découvertes, mais surtout on dirait une blague ce type-là. Arago, vous pouvez dire que si on parle du riz sur la Lune en 2100, vous allez chercher, vous verrez, il a sûrement dit un truc et en plus ça colle. Donc c'est vrai qu'Arago lui a dit qu'effectivement, quand une étoile est excessivement énorme, peut-être que l'attraction est tellement gigantesque qu'elle attrape la lumière, elle empêche la lumière de s'échapper. Après, de là à arriver au trou noir moderne, il reste encore du temps, il reste encore du travail. Et là, il ne faut pas compter sur moi pour vous expliquer ça, c'est clair. Alors, en revenant juste d'un petit cran en arrière, vous êtes là parce que vous aimez la science et vous vous êtes fait avoir. Quand on regarde la carrière de Jean-Pierre Luminet, effectivement, on a quelqu'un qui est directeur de recherche au CNRS, ça c'est super banal,
qui travaille au laboratoire au LAM à Marseille sur l'astrophysique. C'est courant. Et pourtant, quand vous ouvrez son site, quand vous ouvrez les bouquins, en fait, c'est une blague, c'est un poète. Ce type-là, il lit des choses, ce type, je me permets de dire comme ça, hein, vous me connaissez un peu maintenant. Bon. Il lit des choses qu'on devrait interdire à un scientifique de lire. Un scientifique qui maîtrise des équations, des pavés hauts comme ça d'équations, des machines où on peut les regarder pendant des heures, on ne comprend même pas à quoi elles servent. Où est-ce qu'il va trouver le temps, s'il est sérieux, d'aller lire des centaines de poèmes, en plus d'en écrire, de s'intéresser à la peinture, à la littérature, sans rire. Il y a 3 jours, il mettait à jour son site sur l'éclipse. Mais qui est allé chercher dans Rider Haggard, dans le cycle de Chi, dans les mines du roi Salomon, l'éclipse? Enfin, moi, je suis passionné de romans d'aventure et déjà, je m'en souvenais plus, quoi. Après, vous avez Tintin, après, vous avez... je ne sais plus, il y a des tonnes de références. Donc, quand on se passionne pour l'histoire des sciences et pour la science moderne, pour la physique telle qu'elle se pratique aujourd'hui, c'est vrai que finalement, s'il y en a qui ne s'intéressent pas vraiment aux sciences, qui sont juste venus ici par curiosité, ben, ils peuvent quand même aller dans le site, ils peuvent quand même acheter les romans, et ils verront qu'il y a une manière d'approcher les sciences qui est vraiment passionnante par l'imaginaire. Alors maintenant, je vais me taire, juste. On va se retrouver après, parce que je vous rappelle qu'il y a une spécificité à ces soirées, c'est le temps de questions. La spécificité de la plupart des soirées comme ça, c'est que l'orateur parle beaucoup, et puis qu'après, il y a un petit groupe de frustrés qui essayent d'en placer une ou deux, et on ne leur laisse pas vraiment le temps. Là, ce n'est pas le cas. C'est lui qui va se modérer, c'est pas sûr, et ensuite, vous aurez un vrai temps de questions, et vous pourrez l'assassiner sur les trous noirs, sur ses autres travaux peut-être. C'est quand même les trous noirs le vrai sujet hein, aujourd'hui. S'il y en a qui se passionnent pour l'astronomie, intervenez. S'il y en a qui ne se passionnent pas, intervenez quand même. Merci, bonne soirée. Bonsoir, merci pour cette trop aimable introduction, mi-humoristique, mi-épistémologique. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Voilà, pour ce sujet a priori paradoxal, lumière et trou noir, puisque comme vous le savez déjà, le trou noir est par définition et construction l'astre invisible par excellence qui n'émet pas de lumière. Et pourtant, comme on va le voir, c'est essentiellement le sujet du jour, qui va être quand même assez resserré sur le sujet des trous noirs. Lorsqu'ils sont convenablement entourés de matière, étoiles ou gaz, les trous noirs sont en fait la clé des phénomènes les plus lumineux de l'univers. Donc finalement, ça devient pertinent de parler de ce sujet lumière et trous noirs. Alors, j'ai eu le plaisir de voir dans ce vaste auditoire des très jeunes, ce qui est très plaisir. Et je suis sûr aussi qu'il y a parmi vous des amateurs très chevronnés d'astrophysique, de sciences physiques, etc. Donc, il faut arriver à tenir un discours qui satisfasse tout le monde ou qui ne déçoive pas trop tout le monde, voilà, ni trop complexe, ni trop simpliste. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire ce soir, en 45 minutes, 50 peut-être, parce que je suis un peu bavard sur le sujet des trous noirs. Voilà. Et puis après, dans les questions feront peut-être un petit peu le tri entre les différents niveaux de compréhension. Bon, de toute façon, l'important, c'est pas de comprendre, mais c'est de s'émerveiller devant la beauté de l'univers et les mystères qu'il contient et la façon dont on essaie de les décoder. Alors, comme très bref rappel historique, ça vous a déjà été dit, mais c'est la seule diapo que je consacre à ça, c'est pour rappeler que l'idée d'un astre tellement massif qu'il puisse en devenir invisible remonte effectivement à une époque pas si ancienne que ça, mais tout de même, à la fin du XVIIIe siècle, avec un remarquable astronome britannique que l'on connaît assez peu, qui s'appelle John Mitchell, et puis chez nous le plus connu Pierre-Simon Marquis de Laplace, qui, dans le cadre de la gravitation décrite par Newton, la gravitation newtonienne, la loi d'attraction universelle, ont spéculé simplement sur l'hypothèse qu'il puisse y avoir des astres tellement massifs que ce qu'on appelle la vitesse de libération à la surface atteignait ou dépassait la vitesse de la lumière. La vitesse de libération, c'est quoi? Vous savez tous que si vous jetez un caillou ou une balle en l'air, elle retombe au sol parce que tout simplement, vous ne lui conférez pas suffisamment de vitesse pour qu'elle échappe à l'emprise de la pesanteur terrestre.
Donc à un astre donné, on peut attacher une vitesse critique, on appelle la vitesse de libération, c'est la vitesse en dessus de laquelle l'objet que vous lancez va pouvoir s'échapper à l'attraction de cet astre et donc ne pas retomber dessus. Et donc, à cette époque, on connaît évidemment parfaitement les formules assez simples de la vitesse de libération. Ils font le calcul si pour avoir une vitesse de libération égale ou supérieure à la vitesse de la lumière, qui avait déjà été mesurée à l'époque, c'est-à-dire 300 000 km par seconde, eh bien, il suffisait qu'un astre ayant à peu près la même densité moyenne que le Soleil, c'est-à-dire quelques grammes par centimètre cube, c'est la densité de la matière ordinaire, c'est la densité de l'eau, et ce sont d'ailleurs les seules densités de matière qui étaient connues à l'époque. On n'imaginait pas encore, comme on le fera plus tard au XXe siècle grâce à la physique quantique, qu'il puisse exister des densités extraordinairement élevées, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Mais donc pour ces densités typiques, eh bien, un astre qui ferait 500 fois le rayon du Soleil aurait effectivement une vitesse de libération égale à la vitesse de la lumière, et donc il serait invisible puisque les rayons lumineux ne pourraient pas s'échapper. Et dès cette époque-là, donc Mitchell et Laplace ont pu calculer un petit peu la caractéristique, le profil, le rayon critique, on va appeler ça, en dessous duquel une masse donnée, confinée à l'intérieur d'une sphère dont le rayon il est égal au rayon critique, devient un astre invisible, ce qui donc sera appelé plus tard trou noir. Alors je vous donne l'une des rares, peut-être la seule formule que je montrerai ce soir, c'est celle-là. C'est le rayon dit de Schwarzschild, parce qu'on le verra, ce rayon a été retrouvé par le grand astrophysicien Schwarzschild dans le cadre de la relativité générale. Il est égal à 3 km multiplié par la masse en unité de la masse du Soleil. M sur ms, c'est la masse de l'objet en unité de la masse du Soleil. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une étoile de la masse du Soleil, pour qu'elle soit invisible au sens de Mitchell et Laplace, donc pour qu'elle soit un trou noir dans le sens actuel, il faudrait la comprimer à l'intérieur d'une sphère de 3 km. Ce qui représente un degré évidemment de compression énorme, parce que je vous rappelle que le rayon moyen du Soleil, c'est 700 000 km. Si on applique ça à la Terre, il faudrait qu'elle soit dans l'intérieur d'une bille de 1 cm, ce qui donne encore davantage, effectivement, une idée de la compacité extraordinaire nécessaire pour fabriquer un trou noir. Et j'ai bien dit compacité et non pas densité, parce que si vous maintenant considérez des masses, par exemple, de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, et c'est tout à fait possible, parce qu'on le verra tout à l'heure, il existe des trous noirs supergéants de plusieurs milliards de fois la masse solaire, eh bien leur rayon, cette fois-ci, c'est de plusieurs dizaines de milliards de kilomètres. Donc ce sont des trous noirs qui peuvent être aussi gros que le système solaire. Et quand on calcule la densité moyenne de ces objets-là, eh bien, elle est inférieure à la densité de l'air. Donc vous voyez que ce n'est pas une question en fait de densité, c'est simplement une question de compacité, c'est-à-dire rassembler une certaine masse à l'intérieur d'un volume donné, et vous avez un astre invisible. Bon, alors toutes ces belles idées ont été publiées, mais rapidement oubliées tout au long du XVIIIe et XIXe siècle, essentiellement parce que, entre-temps, pour cela, il fallait supposer que la lumière puisse être influencée par les champs de gravitation. Or, au XIXe siècle, c'est essentiellement développé une théorie ondulatoire de la lumière, dont Arago a également été l'un des promoteurs, dans lequel la lumière n'était pas influencée par la gravitation. Bon. Donc c'est tout pour la partie historique, et j'en arrive tout de suite maintenant à la bonne théorie qui permet réellement après de donner corps et chair à ce concept d'astre invisible. C'est évidemment la relativité générale, dont nous fêtons cette année le centenaire, puisque la publication par Einstein des premières équations de la relativité générale remonte au mois de novembre 1915. Donc je rappelle qu'en relativité générale, l'idée c'est de décrire la gravitation non plus comme une force d'attraction à la Newton, qui va devenir en fait une sorte d'approximation de quelque chose de plus profond et de plus complexe. On va considérer la gravitation comme une manifestation naturelle de ce qu'on va appeler la courbure de l'espace et du temps. Voilà. Alors ce sont des concepts assez abstraits, je ne vais pas les développer parce que je vais me concentrer plutôt sur les trous noirs. Je donne juste effectivement cette analogie très classique, une sorte de l'espace réduit à 2 dimensions pour les besoins de la visualisation, sous la forme d'un tissu, mais qui est élastique et non plus rigide comme chez Newton. Et le tissu il est élastique parce que lorsque l'on met une masse importante dans le tissu, eh bien, le tissu est localement courbé et déformé, y compris les rayons lumineux qui tissent la trame de l'espace et du temps. Donc finalement,
la théorie newtonienne devient une approximation où on aurait un espace avec peu de gravitation finalement, donc quasiment plat et sans courbure, et lors que l'on a des objets massifs, on a une déformation. Et finalement, cette magnifique théorie se traduit évidemment par des équations qui sont évidemment un peu plus compliquées que celles de Newton, qui grosso modo relient le degré de courbure de l'espace-temps en chaque point à la distribution de matière et d'énergie. Voilà. Et donc tout de suite se pose la question, si vous avez un astre extrêmement massif, comment va se comporter cette déformation? Vous imaginez par exemple un astre qui va se contracter au cours de sa vie, comme on va le voir, c'est ce qui se passe à la fin de l'évolution des étoiles, le cœur des étoiles se contracte, donc il va devenir de plus en plus compact, et donc il va creuser une déformation, un puits gravitationnel de plus en plus profond, jusqu'à ce qu'il devienne effectivement trou noir. Et donc ces questions-là ont été posées, cette question-là a été posée et en grande partie résolue pour la première fois dès 1917, à peine quelques mois après la publication de l'article d'Einstein, par cet astrophysicien donc allemand qui s'appelait Karl Schwarzschild et qui a retrouvé la formule que j'ai donnée précédemment, 3 km fois la masse du trou noir à une unité de masse solaire. Et puis après, le concept a été approfondi parce que Schwarzschild en fait a trouvé une solution exacte des équations de la relativité décrivant la courbure de l'espace-temps, non pas autour d'un trou noir, parce que on n'avait pas encore retrouvé tout à fait cette idée d'un astre suffisamment compact pour produire un emprisonnement de la lumière. Il a simplement calculé la forme de l'espace-temps engendré autour d'un corps sphérique. Donc ça peut être le Soleil, par exemple. Voilà. Et alors, après, on s'est dit, mais alors, imaginons qu'on ait des objets de plus en plus denses et de plus en plus compacts. Et donc, vous avez quelques personnages, je n'en mets que 4, mais il y en a eu beaucoup, qui tout au long du XXe siècle ont exploré ce qui pouvait se passer lorsque on avait des objets de plus en plus compacts. Donc, le célèbre Chandrasekhar, qui était un prix Nobel de physique, avait étudié le cas de ce qu'on appelle les naines blanches, dont je dirai un mot. Oppenheimer a étudié, ça c'est à la fin des années 1930, le cas de l'effondrement gravitationnel d'un objet plus compact, et c'est le premier à avoir fait en fait un vrai calcul de relativité générale sur l'effondrement d'un astre pouvant conduire à une déconnexion complète d'une partie de l'espace-temps, c'est-à-dire un puits gravitationnel dans lequel la lumière et la matière vont tomber sans pouvoir s'échapper. Et puis d'autres chercheurs, et notamment John Wheeler, à qui l'on doit le terme même de trou noir, et c'est relativement tardif, alors que finalement la théorie des trous noirs a au moins un siècle, un peu plus. Le terme de trou noir n'a été donné que dans les années 1960 par John Wheeler. Bien. Alors en fait, le sujet est extraordinairement vaste, donc je n'ai que 45 minutes, donc je me contenterai en fait d'aborder trois sujets liés aussi évidemment à la lumière des trous noirs. La formation, comment ça se forme, comment ça peut se former réellement dans l'univers. Ensuite, comment on peut les visualiser. Alors les visualiser plutôt par des simulations numériques avant de les observer. Et la troisième partie, c'est comment on observe cette extraordinaire lumière qui est engendrée dans les environnements de trous noirs. Alors un petit diagramme tout de même. Ici on a les masses des étoiles, hein, comme ça. Puis ici on a les densités. Donc quand on va vers le bas, on a des densités extrêmement élevées. Puis ici, on a des masses de plus en plus élevées. Et ce schéma général, en fait, c'est le schéma qui indique les grandes pistes de l'évolution des étoiles. Vous savez que les étoiles, elles évoluent au cours de leur vie, essentiellement en fonction de leur masse initiale. Elles évoluent parce qu'elles brillent en consommant leur carburant, qui est essentiellement de l'hydrogène. Elles transforment ce carburant en d'autres éléments par le jeu des réactions thermonucléaires. Il arrive nécessairement un moment dans la vie de l'étoile où le carburant est essentiellement épuisé. Ça veut dire que le cœur de l'étoile ne va plus arriver à supporter par l'énergie sortante des réactions thermonucléaires la pression gravitationnelle, et donc le cœur des étoiles va s'effondrer. Alors en fait, toutes ces théories de l'évolution stellaire développées au XXe siècle ont montré que pour 90% des étoiles en moyenne, ces étoiles-là sont moins massives que 7 à 8 fois la masse du Soleil. Donc le Soleil fait évidemment partie de cette catégorie-là. Eh bien, on voit qu'au cours de leur évolution, le cœur de ces étoiles donc, augmente en densité en se contractant. Donc c'est normal que le chemin aille vers le bas. Et ça aboutit à un état qu'on appelle l'état de naine blanche.
C'est un état de matière relativement concentrée. Typiquement, vous avez une masse solaire confinée dans un volume de l'ordre du volume de notre petite Terre. Voilà. C'est un facteur de compression assez considérable parce que dans les conditions naturelles, vous savez que dans notre simple Soleil, on pourrait mettre 1 million de fois la Terre. Voilà. Et bien pour les naines blanches, en fait, ben voilà, vous comprimez la masse du Soleil à l'intérieur d'un volume aussi petit que la Terre, ce qui donne des densités de l'ordre de la tonne par centimètre cube. Un dé à coudre de la matière d'une naine blanche pèserait à peu près 1 tonne. Voilà. Donc en fait, c'est l'état final de 90% des étoiles dans l'univers. C'est un petit peu le comportement normal, la mort naturelle des étoiles. Alors, un résultat fondamental qui a été obtenu dans les années 1930 par Chandrasekhar, que j'ai déjà mentionné, c'est que les naines blanches ne peuvent pas supporter une masse supérieure à une certaine valeur critique, qui s'appelle la masse de Chandrasekhar, et qui égale précisément à 1,4 fois la masse du Soleil. Ça veut dire que si vous avez un cœur stellaire qui est plus massif que cela, eh bien, l'effondrement gravitationnel va se poursuivre au-delà de l'état de naine blanche, et c'est le cas pour toutes les étoiles dont la masse initiale est comprise entre environ 8 à 9 fois la masse du Soleil jusqu'à 40 fois la masse du Soleil. Comme vous le voyez, là, pour cette catégorie d'étoiles, qui représente à peu près 9,9% de toutes les étoiles, eh bien, l'état final devient un état beaucoup plus dense et beaucoup plus concentré, qu'on appelle l'état d'étoile à neutrons. L'état d'étoile à neutrons. C'est une sorte de noyau atomique géant qui se constitue au centre de l'étoile. Et comme vous le savez sans doute, la formation de ces étoiles à neutrons est accompagnée d'une expulsion violente des couches gazeuses de l'étoile sous la forme de ce qu'on appelle une explosion de supernova, un phénomène extraordinairement lumineux. Les étoiles à neutrons sont donc un état beaucoup plus dense de la matière, puisque la densité typique d'une étoile à neutrons, c'est 1 milliard de tonnes par centimètre cube. 1 milliard de tonnes, c'est à peu près la masse d'une montagne. Voilà, vous prenez un astéroïde de 10 km, vous le rentrez dans un dé à coudre, vous avez l'idée de la compacité de la matière extrême qui règne dans ces étoiles à neutrons. Compacité que l'on ne sait pas réaliser artificiellement au laboratoire, mais dont on comprend parfaitement les principes selon les lois de la mécanique quantique. Mais reste le dernier cas, celui qui nous occupe aujourd'hui, le cas le plus fascinant, qui ne concerne en moyenne peut-être qu'une étoile sur 10 000. Ce sont les étoiles dont la masse initiale est supérieure à 40 fois la masse du Soleil. Parce qu'on sait que les étoiles ne peuvent pas avoir des masses arbitrairement grandes, elles deviennent de moins en moins stables à mesure qu'elles sont plus massives, et on connaît pas d'étoiles réellement plus massives, par exemple, que 150 fois la masse du Soleil. Voilà. Et donc, ces étoiles-là, oui, alors pourquoi il se passe quelque chose? C'est parce que de la même façon que Chandrasekhar avait découvert une limite maximale pour la masse des naines blanches, eh bien, il existe une limite maximum pour la masse des étoiles à neutrons qui est égale à 3 fois à peu près la masse du Soleil. Ça veut dire que si vous avez un cœur d'étoiles massives qui dépasse cette limite critique, eh bien, il ne peut pas former une étoile à neutrons, il va former un état encore plus condensé, et la seule alternative qui reste, c'est l'état de trou noir. Alors attention, là maintenant, on a, donc qui est représenté ici. Alors attention, on a ici maintenant une configuration, une sorte de cadavre stellaire radicalement différent des deux précédents. Les deux précédents, vous aviez réellement des étoiles compactes avec une surface solide, une surface matérielle. Avec le trou noir, c'est plus ça. Le trou noir, c'est un effondrement gravitationnel qui ne connaît pas de frein parce que la matière ne peut pas résister. Et quelle que soit sa densité, elle ne peut pas résister. Et donc l'effondrement gravitationnel se poursuit. Donc là, la question essentielle qui va se poser, c'est jusqu'où ça se poursuit. Est-ce que c'est un effondrement gravitationnel infini pour donner naissance à une sorte de point singulier où toute la masse se rassemblerait, ce qui évidemment est d'emblée une absurdité physique. Vous ne pouvez pas avoir une quantité finie de matière qui s'évanouit en un point. Mais non, avant, il se forme quelque chose d'extraordinaire, et il n'y a que la relativité générale qui est capable de décrire cela. Il se forme ce qu'on appelle un horizon des événements. C'est-à-dire, il se forme en fait un puits de gravitation, comme je l'ai suggéré de façon analogique, là, avec ma métaphore du tissu, un puits de gravitation si profond que le puits, il a un bord, il a une frontière. C'est pas une frontière solide, hein, c'est juste une limite géométrique. Mais si vous rentrez, si vous franchissez la limite, alors vous ne pouvez pas ressortir et vous êtes piégé, même si vous êtes un rayon lumineux. Et c'est ça le trou noir. Donc dites-vous bien, la surface d'un trou noir n'est pas une surface solide. Et je répète, ça s'appelle un horizon des événements. Un horizon parce qu'au-delà de l'horizon, on ne peut pas voir les événements, c'est-à-dire les points de l'espace-temps qui sont à l'intérieur du puits de gravitation provoqué par le trou noir. Donc ça, c'est la description
vision donc relativiste du trou noir, mais ceci donne une explication plausible sur la formation, comment les trous noirs peuvent se former dans l'univers, en tout cas les trous noirs de masse stellaire, puisque là c'est une explication sur uniquement l'évolution des étoiles. On verra plus tard comment éventuellement peuvent se former des trous noirs beaucoup plus massifs et éventuellement des trous noirs beaucoup moins massifs et par des mécanismes différents. Voilà, donc tout ça c'est résumé par ceci tout simplement. Voilà, une masse initiale, pardon, excusez-moi, je suis allé dans le mauvais sens, une masse initiale supérieure à 4 fois la masse du Soleil, le cœur s'effondre et vous engendrez le trou noir. Ça, c'est une petite carte, un morceau de notre galaxie. Vous voyez des extraits de quelques constellations. Voilà, je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre, pour ne pas faire mentir l'introduction sur mon amour de la poésie, ce petit texte d'Eugène Guillevic qui s'appelle « Fouille d'étoiles ». Voilà, lisez, c'est très beau. Parfois, les nuits sont si claires qu'elles sont comme un appel. Il peut y avoir tellement d'étoiles que dans ce fouillis solennel, à peine si tu distingues ça et là, quelques étoiles, celles qui sont condamnées. Eh bien, dans cette carte-là, regardez bien, ici, il y a une étoile qui s'appelle Eta Carina, parce qu'elle est dans la constellation de la Carène. Elle est visible que dans l'hémisphère sud. Elle est condamnée à court terme. Pourquoi? Je vous montre maintenant une véritable image prise par le télescope spatial de cette étoile. Elle est visiblement en phase terminale, elle est en très mauvaise santé, hein, elle a déjà émis d'énormes boursouflures. En fait, c'est une étoile hypermassive, 120 fois la masse du Soleil. Elle vit très peu de temps parce qu'elle brûle son carburant à toute allure, elle ne vit que quelques millions d'années, au lieu de vivre 10 milliards d'années comme le Soleil. Sa luminosité actuelle, c'est 5 millions de fois la luminosité du Soleil. Et donc, elle est dans un état d'instabilité et elle va s'effondrer sur une échelle de temps relativement courte. Et quand je dis elle va s'effondrer, évidemment, on ne sait pas si c'est demain, dans 100 ans ou dans 1000 ans, mais ce ne sera pas dans 1 million d'années. Peut-être même d'ailleurs qu'elle s'est déjà effondrée et on n'a pas encore reçu la lumière. Voilà. Et donc, on sait, la modélisation suggère que l'effondrement de ces étoiles extraordinairement massives produit un phénomène un phénomène lumineux encore plus spectaculaire que les supernovas, qu'on appelle les hypernovas, c'est-à-dire donc une éjection des couches de l'étoile focalisée dans une certaine direction et transportant une énergie absolument phénoménale. Mais ce qui nous intéresse surtout dans cette affaire, donc, c'est le cœur de cette étoile qui donc, selon les modèles dont je viens de vous parler, ne peut former à terme qu'un trou noir. Donc on a au moins un candidat dans notre galaxie pour former bientôt le prochain trou noir. Étant entendu, comme on le verra tout à l'heure, qu'il y a déjà beaucoup de trous noirs qui ont été formés. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, en fait, les explosions d'hypernovas se traduisent par des sursauts de rayonnement qu'on appelle des sursauts gamma, qui ont longtemps été un mystère. Pendant 30 années, ça a été l'un des grands mystères de l'astrophysique. Et aujourd'hui, on pense avoir résolu le mystère. Les sursauts gamma, des brèves éruptions dans le domaine le plus énergétique du rayonnement électromagnétique, qui s'appelle le rayonnement gamma, qui ne dure à peine que quelques secondes, libère une énergie équivalente à l'énergie d'une galaxie toute entière. Une galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles. Voilà. Donc vous avez une concentration extraordinaire de l'énergie et aujourd'hui donc c'est modélisé par l'explosion d'hypernova accompagnant donc la formation de trous noirs. Et donc en fait dans la modélisation des sursauts gamma, ça ce sont des résultats relativement récents qui ont moins d'une dizaine d'années, on observe en fait deux types de sursauts gamma. Il y en a, on appelle les courts et les longs. Alors les courts ne durent que moins d'une seconde et les longs durent quelques secondes à peine. Et finalement, dans les deux cas, on a un modèle qui invoque la formation d'un trou noir. Pour les sursauts dits longs, c'est l'hypernova dont je vous parlais, une étoile unique, hypermassive qui s'effondre et qui forme un trou noir. Pour les sursauts courts, on imagine en fait un couple d'étoiles à neutrons, deux étoiles déjà denses mais pas suffisamment pour être un trou noir, qui sont en orbite l'une autour de l'autre et puis en perdant de l'énergie orbitale, elles vont finir par fusionner. En fusionnant, elles dépassent évidemment, le résultat donne une masse supérieure à la masse critique et donc ça devient un trou noir. Et dans les deux cas, vous avez donc une émission extraordinaire de lumière focalisée dans un jet qui donne le sursaut gamma. Voilà donc pour la formation des trous noirs, au moins d'origine stellaire. Alors deuxième partie, ça va être plus visuel, parce que justement il s'agit de visualisation. Comment on va visualiser ces objets avant d'essayer d'en détecter les traces indirectes et très lointaines dans les télescopes qui formera la troisième partie de mon intervention. Donc une visualisation, on va faire une visualisation numérique, c'est-à-dire on va imaginer à quoi ressemblerait un trou noir
entouré de quelque chose, évidemment. Sinon, le trou noir, c'est juste une sphère noire. Hein. Voilà. Entouré de quelque chose, entouré de matière, de gaz, d'étoiles, etc. Si on pouvait s'approcher suffisamment près. Alors, avec les télescopes, on ne peut pas s'approcher suffisamment près. Mais avec les équations de la relativité générale et les simulations d'ordinateur, on peut le faire. Voilà. Alors, bon, j'en parle volontiers parce que c'est l'un des premiers travaux, en fait, que j'ai fait dans ma carrière d'astrophysicien. À la toute fin des années 1970, débarquant, moi j'ai fait mes études de mathématiques à Marseille, il y a eu une année ici à Montpellier, à l'époque on appelait ça un DEA, aujourd'hui je crois que ça s'appelle un Master 2 de cosmologie, et d'emblée je m'étais intéressé à ces structures étonnantes, de distorsions extraordinaires de l'espace et du temps, capables de capturer la matière, l'énergie, la lumière et tout cela, mais je raisonnais un petit peu en tant que mathématicien, et débarquant à l'observatoire de Paris-Meudon, entouré de beaucoup d'observateurs, de vrais astronomes, observateurs, je voyais bien un certain degré de scepticisme sur l'existence de ces créatures étranges engendrées par la gravitation relativiste. On n'y croyait pas trop, parce qu'encore fallait-il qu'on puisse les observer et donner des arguments comment on pourrait voir un trou noir. Alors j'ai commencé à m'amuser à faire des premières simulations numériques de l'aspect d'un trou noir entouré de quelque chose. Alors, ça, c'est l'exemple d'un objet qui n'est pas un trou noir, c'est évidemment la planète Saturne. Elle est entourée d'anneaux circulaire, et donc lorsque vous le regardez à grande distance avec un petit angle au-dessus du plan orbital, vous voyez normalement les anneaux, le cercle transformé en ellipse avec une partie de l'anneau qui est évidemment cachée derrière le disque de Saturne. Et là je me suis dit à cette époque, on va calculer à quoi ça ressemblerait si à la place de Saturne on mettait un trou noir entouré également d'anneaux brillants. Voilà. Alors ça se met en équation, tout simplement, puis on intègre les équations. Et avant même d'écrire les équations, on peut toujours faire de petits raisonnements géométriques à la main, comme ça, pour avoir une idée de ce que l'on va trouver. Parce que c'est un peu imprudent de se lancer directement dans des grosses simulations d'ordinateur si vous n'avez pas au début un petit peu une idée de ce que vous allez obtenir. Parce qu'après, le programme, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Voilà. Bien, voilà. Alors l'idée c'était ça. Vous voyez la différence, c'est que à cause justement de la courbure de l'espace-temps qui va courber donc les rayons lumineux, on voit que la partie arrière du disque n'est pas cachée parce que les rayons lumineux venant de l'arrière sont relevés par le champ de gravité et les résultats sur la plaque photo prise de loin, vous voyez entièrement le dessus des anneaux. Il n'y a plus de partie cachée. Mais bien plus extraordinaire, vous avez les rayons lumineux qui sont censés partir de l'autre côté, qui normalement, évidemment, dans l'espace ordinaire, n'arriveraient jamais à la plaque photographique, qui sont encore plus déviés et qui vont vous donner carrément l'image de l'autre côté. Donc vous voyez à la fois pile et face. Vous voyez à la fois le dessus et le dessous des anneaux, sauf qu'évidemment le dessous est extrêmement distordu, extrêmement déformé. Alors ça c'est juste une intuition géométrique, alors après il faut mettre évidemment un peu plus de physique là-dedans et calculer en tenant compte des propriétés physiques intrinsèques du disque de gaz, les régions plus chaudes, etc., les phénomènes de rotation. Et donc voilà, c'est ce que j'avais publié en 1979 qui a commencé à me faire un petit peu connaître dans le monde de l'astrophysique pour cette première simulation sur les trous noirs. Alors après, donc on voit ici donc le dessus d'un disque d'appel un disque d'accrétion, c'est un disque de gaz chaud. C'est très dissymétrique parce que le disque est en rotation extrêmement rapide et vous avez un effet qui s'appelle l'effet Doppler, c'est-à-dire la partie qui se rapproche de vous amplifie la lumière et la partie qui s'éloigne la diminue. Donc ça c'est le dessus du disque et puis vous voyez ce petit halo qui entoure le trou noir proprement dit. C'est une partie de l'image de l'autre côté du disque qui est extrêmement déformée. Alors ces travaux après ont été refaits parce qu'évidemment à l'époque on avait des ordinateurs assez lent, évidemment, rudimentaire par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Rapidement, les ordinateurs se sont améliorés. Donc, mon collègue Jean Lamarck, à l'Observatoire de Paris-Meudon, a commencé à faire les premières simulations numériques en couleur et en mouvement. Donc, voilà, l'équivalent. Alors, certains d'entre vous, j'imagine, sont allés voir évidemment le film Interstellar, qui est sorti, ce film de science-fiction qui est sorti au mois de novembre, dont on a beaucoup parlé, dans lequel, donc c'est un récit de science-fiction, on a des astronautes qui s'aventurent dans les parages de trous noirs, et dans le film, il y a des visualisations spectaculaires de trous noirs entourés précisément de structures gazeuses avec les moyens informatiques les plus modernes. Donc en fait, ces simulations-là, nous les avions faites avant, et en tenant compte en fait de certains effets physiques qui n'ont pas été pris en compte dans le film, pour ne pas, on dit les prédicteurs, dérouter trop les spectateurs qui n'ont rien compris. Voilà. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'ils aient compris grand-chose non plus à cette image-là. Voilà.
Et ça, finalement, alors malgré tout, évidemment, le film a été fait sous l'égide d'un conseiller scientifique qui est un remarquable physicien relativiste, qui s'appelle Kip Thorne. Et lui, il a effectivement en parallèle travaillé avec son équipe pour faire les simulations numériques complètes qui n'ont pas été montrées à l'écran, sur les écrans à Hollywood, mais voilà un petit peu l'une des images qui ont été obtenues pour ce film-là. Voilà. Et pour en revenir donc au travail bien antérieur que nous avions fait avec Jean Lamarck, je vais vous montrer une petite animation, un extrait de film où on va suivre en fait visuellement à quoi ressemblerait donc le trou noir entouré de ce disque de gaz lorsque l'on fait cette trajectoire. Donc ici, vu par la tranche, c'est le disque de gaz qui est mince, ça c'est le trou noir. Le vaisseau spatial il est là. On va traverser le disque, on va passer au-dessus, on va le retraverser, passer au-dessous et faire quelques tours. Et ça va donner cela. Voilà. Donc je répète, hein, il ne s'agit pas du tout d'une vue d'artiste, ce qu'on appelle une vue d'artiste, c'est réellement un calcul scientifique. Chaque point de l'image est le résultat de l'intégration des trajectoires des rayons lumineux dans cet espace-temps fortement déformé, courbé par le trou noir, avec un certain nombre de ce qu'on appelle de mirages gravitationnels, des démultiplications d'images, des illusions d'optique. Voilà. Et donc ces simulations remontent déjà à 1993. Donc voilà pour une partie de la visualisation des trous noirs entourés de structures de gaz qui sont autour. Maintenant, également, on peut imaginer à quoi ressemblerait un paysage cosmique d'arrière-plan, lorsque dans l'avant-plan, on met un trou noir. Il ne s'agit plus donc de structures matérielles autour du trou noir, mais simplement de l'arrière-plan. Qu'est-ce qu'il y a derrière un trou noir? Donc on peut imaginer un trou noir nu, absolument isolé, mais comme il est devant un fond lumineux, un fond d'étoile par exemple, eh bien il va déformer ce fond lumineux. Pourquoi? Un phénomène directement issu de la relativité générale, c'est-à-dire cette idée de courbure des rayons lumineux par les corps massifs, voilà, ça s'appelle l'effet d'un mirage gravitationnel. Vous avez l'observateur sur Terre, vous avez un astre très lointain. Sur la ligne de visée, vous avez un objet massif, une galaxie par exemple. Hein, voilà. Eh bien, les trajectoires issues de l'arrière-plan se scindent en plusieurs trajectoires déformées donc, par le champ de gravité, et reconverge vers l'observateur. Donc l'observateur, lui, il ne va pas voir l'objet réellement là où il va le voir en plusieurs exemplaires. C'est donc un mirage gravitationnel. Voilà. Alors, ces mirages gravitationnels seront bel et bien observés aujourd'hui dans les grands télescopes. Vous en voyez deux ici. Alors, dans les deux cas, ce qu'on appelle la lentille gravitationnelle n'est pas un trou noir, bien entendu. C'est un objet ordinaire. Ça peut être une galaxie ou un amas de galaxies. Donc ici, par exemple, vous voyez ce qu'on appelle la croix d'Einstein. Vous avez la lentille gravitationnelle, c'est l'objet central. Et puis vous avez les quatre, ça ressemble aussi à un trèfle à quatre feuilles. Les quatre pétales du trèfle sont quatre images de la même galaxie qui est derrière celle-là en réalité. Elle n'est pas là, ni là, elle est derrière celle-là. Voilà. Et puis ici, vous avez une configuration, une autre un peu plus proche d'un alignement quasi exact, puisque vous avez donc une galaxie derrière celle-là, dont l'image est déformée en arc de cercle. J'y reviendrai très rapidement, parce que en théorie, évidemment, pour des raisons de symétrie, si vous aviez un alignement parfait, vous diriez le mirage gravitationnel doit produire un anneau de lumière, qui avait été prédit par Einstein, qui s'appelle l'anneau d'Einstein. Évidemment, la nature ne réalise jamais ces alignements parfaits, donc on voit des morceaux d'anneaux, au lieu de voir un anneau complet. Bon, ça c'est la nature. Maintenant, la simulation numérique. On va calculer le mirage gravitationnel que produirait un trou noir cette fois-ci. Et on peut imaginer évidemment qu'il va produire des mirages plus spectaculaires parce que les déformations sont plus considérables. Voilà. Donc ce travail a été fait récemment par mon collègue Alain Riazuelo, où on calcule devant des paysages réalistes. Ça, c'est par exemple une partie de la Voie lactée telle qu'on peut la voir dans l'hémisphère sud. Et chaque étoile, ici, c'est pas une étoile fictive, c'est une étoile réelle que l'on peut observé donc dans le ciel, et ça donc c'est une partie de la Voie lactée en direction un petit peu du centre, un petit peu du côté du Sagittaire. Ça c'est le paysage normal. Après on peut calculer que devient ce paysage, c'est sur la ligne de visée dans cette direction-là, on met un trou noir. Voilà. Et voici le mirage qui est obtenu, cette magnifique image où l'on voit dans les parages du trou noir une première déformation, une distorsion de l'image de la Voie lactée, et puis surtout ici vous voyez quelque chose d'étrange. Vous voyez une image secondaire de la Voie lactée, mais au lieu de n'en voir qu'un petit bout, vous la voyez en totalité.
c'est-à-dire même à la partie de la Voie lactée qui est en dehors du champ de télescope, le mirage gravitationnel est tellement puissant que ça va concentrer l'ensemble de la voûte céleste dans un mirage qui est autour du trou noir. Alors en fait, la raison de l'explication, c'est que l'anneau d'Einstein théorique associé à ce trou noir, il est là. Et ça veut dire qu'à l'intérieur de cette zone-là, l'ensemble de la voûte céleste est dupliqué. Elle est répétée, mais simplement extrêmement déformée, puisque, au lieu d'être répartie sur toute la voûte céleste, elle est rassemblée autour du trou noir. Et c'est pour ça que vous voyez donc la totalité de la Voie lactée ici, à l'intérieur de cet anneau d'Einstein. C'est une image secondaire de la Voie lactée. Et chaque étoile originale a son duplicata à l'intérieur. Par exemple, cette étoile-là a son duplicata ici. C'est la même étoile. Alors, deuxième illustration, on va voir un peu mieux. Toujours un paysage réaliste de l'hémisphère sud. Le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan. Vous savez, ce sont les deux petites galaxies satellites de notre Voie lactée, situées à environ 180 000 années-lumière. Ça, vous avez un bout de la Voie lactée. Alors, pour ceux qui ont oublié leurs étoiles, je rappelle, ici, c'est la croix du Sud, les 4 étoiles là. Ici, vous avez Alpha et Beta du Centaure. Ici Achernar et Canope. Voilà. Et bien on va recalculer, enfin Henri Azoulay a recalculé le paysage lorsque l'on a un trou noir ici. Et voici cette image spectaculaire, voilà, qui est un petit peu l'image initiale de mon PowerPoint, cette distorsion extraordinaire. Alors donc voilà, on s'y reconnaît en positionnant l'anneau d'Einstein théorique, et donc je le répète, à l'intérieur de l'anneau d'Einstein, la totalité de l'univers extérieur est répliquée. Donc on revoit à nouveau la Voie lactée tout en entier. Ici, le grand nuage de Magellan, à l'extérieur, il est déformé en croissant. Et ici, une image secondaire, un croissant, mais cette fois-ci à l'intérieur du cercle. Et chaque étoile a son duplicata. Donc vous voyez, l'image première de Canope, on la retrouve ici, symétrique évidemment par rapport au centre du trou noir. La croix du Sud, vous la retrouvez ici, toute petite et déformée. Voilà, et ainsi de suite. La totalité du ciel à l'intérieur, regroupé à l'intérieur du trou noir. Et pour finir, juste cette partie visualisation qui est assez spectaculaire, et puis elle est assez pédagogique parce que ça montre bien ces effets extrêmes de mirage. Je vais vous montrer un film, une animation qui a été calculée à nouveau image par image, où cette fois-ci, toujours sur ce même paysage, on va faire passer le trou noir. Le trou noir va bouger. Donc, du coup, on peut faire une animation en calculant étape par étape. Le trou noir va avoir cette trajectoire-là. Et le trou noir va passer exactement dans la ligne de visée du centre du grand nuage de Magellan. Donc vous vous dites, là normalement à cet endroit-là, on devrait voir le mirage parfait, on devrait voir l'anneau d'Einstein. Alors on va voir si ça marche. Il est passé où mon film? Voilà. Ben, normalement, il doit bouger. Voilà. Ah pardon, moi je l'ai sur mon écran, mais ça a disparu. C'est très étonnant ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai le film sur mon écran, ça marche très bien. Il se passe quelque chose d'étrange. Alors attendez. C'est quand même étonnant que j'ai perdu carrément l'image. Là, il y a un petit problème technique que je ne maîtrise pas, puisque l'image a carrément disparu. Dans un trou noir, sans doute. Hein? Comment? Oui. Ah oui, d'accord. Mais oui, mais je ne la vois pas, moi, la corbeille. Ah, je ne la vois pas sur mon écran, mais on la voit ici. C'est un petit peu étrange. Absolument. Voilà. C'est là-bas. Vous avez raison. Donc, je me tourne de l'autre côté. Merci pour cette aide technique. Voilà. Je suis désolé, on prend du retard. Ma flèche a disparu. Alors, attendez. En fait, là, ça s'affiche ici. Donc en
Parce que là, en fait, je veux quitter momentanément le PowerPoint pour, pour entrer dans mon film. Ou alors je peux faire ça, tout simplement. Mais normalement, mon film, je l'avais préparé dans le doc. Et pourquoi il a disparu du doc? Normalement, il était dans le doc. C'est pas grave, je vais le réinitier. On va mettre ici. Est-ce que ça fonctionne? Non. Ouais, je l'ai à l'écran et c'est pas ici. C'est un petit peu étrange. D'accord. Bon. Bon. Alors voilà, notre trou noir qui bouge. Alors ne vous étonnez pas de cette myriade de points lumineux qui sont autour. C'est en fait la duplication des à peu près 1500 étoiles de première, deuxième et troisième grandeur visibles dans l'ensemble de la voûte céleste qui sont dupliquées autour du trou noir. Et donc le trou noir s'approche du grand nuage qui se déforme progressivement en croissant, avec à chaque fois les images symétriques. Et là, ben, voyez, je fais juste une petite pause. Et voilà, on a l'anneau d'Einstein prédit par la théorie, parce que le trou noir est exactement passé devant le grand nuage de Magellan. Et ensuite, donc, on va poursuivre le film. Le trou noir passe et à nouveau, les images vont se dissocier. Et donc, je répète, l'ensemble de tout ce que l'on voit là-dedans, c'est une réplique très distordue de l'ensemble de la voûte céleste. Il va sans dire que si l'on pouvait avoir une résolution plus fine, il n'y aurait pas une seule réplique, mais une infinité de répliques de la voûte céleste. Mais simplement, les répliques d'ordre 2 et 3 sont extraordinairement collées près de la surface du trou noir. Il faudrait donc faire un zoom, et ça, je n'ai pas le temps de vous le montrer pour ceci. Alors, je vais essayer de retrouver mon PowerPoint. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là maintenant? Ah ben. Moi, je voudrais bien le voir simultanément sur mon écran et là. C'est ça qui est très étrange. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais quitter, puis je vais redémarrer. Voilà. En général, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on redémarre. Désolé pour ces petites sociétés. Ben, c'est pas mieux. Donc, il s'est passé quelque chose d'étrange. Ah, voilà. Bon, je vais, pour gagner les 5 minutes perdues, je vais abréger. Non, il reste en fait plus que la dernière partie, observation. Alors, rapidement, hein, je vais aller un petit peu vite, puis je vais peut-être sauter des choses, parce qu'après, il faut laisser un espace pour les questions. L'observation des trous noirs. Alors, encore un diagramme, un petit peu compliqué, mais qui va quand même nous rappeler que ça, dans ce diagramme où on met ici les masses des objets en unités solaires, c'est pour ça que le Soleil est au centre du système de coordonnées. Ici, on a des objets moins massifs que le Soleil, c'est en 10 puissance, donc ça c'est un millionième, un millième, ça c'est 1000 fois, 1 million, 1 milliard. Et puis ça, on a les densités faibles et densités très élevées. Donc c'est normal que en fait, les trous noirs occupent toute cette zone-là. Donc ça traduit bien ce que je vous ai dit tout au début. Le trou noir n'est pas forcément dense en moyenne. Dans cette région-là, les trous noirs peu massifs sont très denses, mais en revanche, les trous noirs supermassifs, ils sont peu denses. Donc c'est pas la peine de regarder les détails. On rappelle l'histoire des naines blanches, les étoiles à neutrons. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que donc en regardant ce diagramme théorique, a priori, ça, c'est le royaume des trous noirs de masse stellaire, puisque ce sont des masses qui sont comprises entre la masse du Soleil et à peu près 100 fois la masse du Soleil. Mais on voit que ici, dans cette zone-là, on est dans une région où on a des trous noirs, on va dire de masse intermédiaire, avec des masses de l'ordre de quelques milliers de fois la masse du Soleil. Ici, on a des trous noirs dits massifs ou géants, avec des trous noirs de plusieurs millions de fois, voire plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, si on monte là. Et dans cette zone-là, on a ce qu'on appelle des mini-trous noirs, avec des masses en fait aussi faibles que la masse d'un astéroïde, par exemple, et donc évidemment des rayons critiques correspondant extraordinairement infinitésimaux. Et donc, en fait, voilà, il y a tout ce bestiaire possible des trous noirs. Et tout à l'heure, je vous décrivais que les processus de formation plausibles des trous noirs de masse stellaire. Il faut voir après comment on peut avoir des trous noirs intermédiaires ou des trous noirs géants ou des mini-trous noirs. Alors, rapidement sur chacun de ces aspects, d'abord, les micro-trous noirs.
Alors les micro-trous noirs, il faut bien se dire que c'est une jolie spéculation théorique, mais actuellement on n'a aucun indice de leur existence. D'abord un mini-trou noir. Alors un mini-trou noir, c'est un trou noir qui aura à peu près la taille d'une particule élémentaire, comme un proton, et la masse d'une montagne. Voilà. Ils ne peuvent pas se former aujourd'hui dans l'univers. Évidemment, ce n'est pas des champs gravitationnels qui vont faire comprimer ces objets-là. En revanche, la seule possibilité, c'est d'imaginer que très peu de temps après le Big Bang, eh bien, vous savez, au début, le jeune univers, c'est une soupe très chaude et très dense de particules de rayonnement. Il y a des grumeaux dans la soupe et la pression générale est extraordinairement élevée. Et donc, on peut imaginer que la pression extérieure est tellement forte que certains de ces grumeaux ont pu être poussés de l'extérieur, cette fois-ci, non pas sous leur propre gravité, mais sous la pression extérieure, pour former des micro-trous noirs qui se seraient formés au tout début de l'univers. Voilà. Alors, le problème, c'est que je n'aurai pas beaucoup le temps d'en parler, mais c'est que l'une des propriétés fascinantes de ces mini-trous noirs, c'est qu'ils obéissent aux lois de la physique quantique. Et le célèbre Stephen Hawking avait démontré dans les années 1970 que, en fait, ces mini-trous noirs, au lieu d'absorber et de croître irréversiblement en avalant de la matière, ils pouvaient au contraire s'évaporer et disparaître. Et la disparition d'un mini-trou noir se traduirait par une explosion d'énergie extrêmement puissante. Alors on a cherché s'il y avait des traces de ces explosions dans l'univers qui manifesteraient donc en fait l'évaporation de mini-trous noirs qui se seraient formés au Big Bang il y a 14 milliards d'années et qui seraient en train de s'évaporer aujourd'hui. On n'a rien trouvé. Voilà, ça ne veut pas dire que les mini-trous noirs n'existent pas, mais ça veut dire au moins que s'ils existent, ils sont très peu nombreux, donc ça pose des contraintes sur leur densité. Peu importe, bon, pour l'astronomie, donc ils ne sont pas très intéressants. En revanche, ils sont fascinants pour la physique fondamentale. Alors, je n'ai pas vraiment le temps d'en parler, mais simplement mentionner un sujet dont on discute beaucoup aujourd'hui dans le milieu de la physique théorique. Ça s'appelle le paradoxe de l'information. Un trou noir, puisqu'il absorbe quasiment tout, il contient, c'est une sorte de piège d'information. Il y a énormément d'informations dans le trou noir, mais qui ne sont pas accessibles pour le monde extérieur. Bon, d'accord. Mais quand le trou noir s'évapore, la question se pose, est-ce que toute l'information contenue dans le trou noir est restituée ou pas lors de l'évaporation d'un trou noir? C'est un immense débat très compliqué entre des physiciens théoriciens qui n'est pas encore résolu. Donc je fais l'impasse et je passe tout de suite à la détection des trous noirs dits stellaires. Voilà. Alors un trou noir isolé, je l'ai déjà dit, on ne le verra pas, et un trou noir entouré d'un disque de gaz, on le verra. Alors justement, pourquoi un trou noir peut être entouré d'un disque de gaz? Ben, tout simplement parce que beaucoup de trous noirs vivent en couple. Et à nouveau, mon film ne marche pas, alors qu'il y a 5 minutes, il marchait. Bon, normalement, dans cette animation, c'est une vue d'artiste, évidemment, on devrait voir donc un transfert de matière d'une étoile qui reste gazeuse. Alors, vous avez un couple stellaire. La plupart des étoiles vivent en couple, hein. Vous le savez sans doute. Le Soleil célibataire est un peu une exception. Voilà. Et donc, dans un couple stellaire, si vous avez deux étoiles de masse différente en général, hein, l'étoile modeste, peu massive, évolue lentement, donc elle reste gazeuse très longtemps. Le partenaire très massif évolue beaucoup plus vite, il se transforme éventuellement en trou noir, et dans cette phase-là, ben, le trou noir fonctionne comme un véritable aspirateur gravitationnel. Il va avoir tendance donc à aspirer, arracher progressivement le gaz, l'enveloppe gazeuse de l'étoile qui l'accompagne. Et c'est ainsi qu'on peut calculer la détectabilité des trous noirs donc stellaires, dont les masses sont comprises à 3 fois la masse du Soleil, environ 100 fois la masse du Soleil, à travers ces structures de gaz, parce que le gaz qui est arraché, il spirale autour du trou noir, et avant de disparaître, il est chauffé à des températures considérables de plusieurs millions ou plusieurs dizaines de millions de degrés. Et donc ce gaz-là émet ce qu'on appelle des rayons X. Et c'est à la fin des années 70 qu'on a commencé à embarquer dans l'espace des télescopes à rayons X, et ils ont vu ce qu'on appelle les sources X binaires, c'est-à-dire des étoiles binaires dont on ne voit qu'une composante visible, et à côté, il y a des bouffées de rayonnement X extraordinairement énergétiques qui signalent en fait la signature indirecte de trous noirs. Voilà. Donc, bon, là c'est un peu plus technique, c'est pas la peine de regarder. Donc il y a différents types de binaires, et les binaires de grande masse et les binaires de petite masse, peu importe. Dans les deux cas de figure, peu importe, c'est le gaz qui tombe sur le trou noir qui produit donc ces sources de rayonnement X. Alors, aujourd'hui, donc, on fait ces observations-là et on a bel et bien la preuve indirecte que les trous noirs stellaires existent bel et bien. Ou alors, s'il fallait renoncer à cette explication, il faudrait refaire un petit peu toute la physique pratiquement à zéro, parce qu'on n'a absolument pas d'alternative crédible et plausible, même si toujours il y a des chercheurs qui essaient de
proposer des alternatives au trou noir. Pour l'instant, rien n'est convaincant. Le trou noir est l'explication la plus simple et la plus naturelle pour expliquer les phénomènes observés. Donc, on a ce qu'on appelle des candidats trous noirs. Hein, donc, regardez bien évidemment pas en détail ce tableau qui est extrait d'un de mes bouquins. C'est juste quelques-uns des candidats les plus remarquables, c'est-à-dire des systèmes d'étoiles doubles dans lesquels on a mesuré la masse de la composante invisible, et vous voyez que dans tous les cas de figure, cette masse est largement supérieure à la limite de stabilité des étoiles à neutrons, qui est égale à 3. Et donc, forcément, la seule possibilité, c'est un trou noir. Alors, le premier qui avait été détecté s'appelait Cygnus X1. Voilà. Et puis quelques autres trous noirs remarquables, donc c'est pas la peine de vous montrer ça. Voilà, Cygnus X1, ça c'est vous voyez, ça c'est l'étoile visible. On ne voit rien dans la lumière ordinaire à côté, mais quand on met des rayons X, ça s'inverse, c'est ça qui devient brillant et ça qui disparaît. Voilà. Ce trou noir-là, GRO 165540, etc., c'est un trou noir assez étonnant parce qu'il se balade dans la galaxie, il se promène dans la galaxie. Pourquoi? Parce qu'au moment de sa formation, il a été éjecté. Il s'est formé dans cet amas d'étoiles, et un peu comme le phénomène du recul du fusil, lorsque vous tirez quelque chose, le trou noir a été dénoyauté en quelque sorte de la supernova qu'il a formée, et il s'est mis à se balader dans l'espace. Et donc on a un trou noir qui erre dans notre galaxie. Alors je suis sûr que le film que j'avais préparé ne va pas marcher, ça c'est à tous les coups, voilà. Malheureusement, bon tant pis. Ben, on voit donc dans une animation, normalement on voyait donc la trajectoire qui peut être calculée de ce trou noir errant dans la galaxie. Alors je vous rassure, hein, sa trajectoire ne croise pas la trajectoire du Soleil, en tout cas sur des échelles de temps raisonnables. Voilà. Bien, et puis un autre trou noir remarquable, un trou noir stellaire remarquable, notamment dans des trous noirs qui sont proches du centre de la galaxie et qui fonctionnent, on appelle ça des micro-quasars. Alors, j'en dis un petit mot parce que je parlerai très bientôt des quasars. En fait, ce qu'il y a, c'est que le trou noir absorbe du gaz, si vous avez un disque de gaz autour, mais comme beaucoup de trous noirs, la plupart des trous noirs sont en rotation, une partie du gaz est capturée par le trou noir et une autre partie est éjectée dans la direction perpendiculaire le long de l'axe de rotation. Ça veut dire que vous avez des jets de gaz extrêmement énergétiques qui sont provoqués en fait par le trou noir, et donc on observe simultanément à la fois un disque d'accrétion et puis des jets gazeux. Voilà. Alors en ce qui concerne les trous noirs de masse intermédiaire, eh bien la seule possibilité pour qu'ils puissent se former, c'est au centre de ce qu'on appelle les amas globulaires. Les amas globulaires, vous savez, ce sont des amas très concentrés d'étoiles qui se trouvent dans les périphéries des galaxies. Et il faut des très très gros amas globulaires pour être capable de développer au centre des trous noirs de masse intermédiaire. Donc voici par exemple deux candidats de trous noirs de masse intermédiaire. Il y en a un qui est dans notre galaxie et un autre qui est dans la galaxie voisine d'Andromède. On passe rapidement aux trous noirs un peu plus massifs, et notamment les trous noirs galactiques. Alors, si je fais juste une minute en arrière sur les trous noirs stellaires, je vous dis, représentent à peu près le terme de l'évolution d'une étoile sur 10 000. Mais comme il y a beaucoup d'étoiles dans la galaxie, ça veut dire qu'il y a plusieurs millions de trous noirs stellaires déjà formés dans notre galaxie. OK. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'hypothèse des trous noirs géants, des trous noirs très massifs. Et cette hypothèse est confirmée par les observations. Il semble que chaque galaxie, quasiment chaque galaxie, a exactement en son centre un trou noir géant. Donc finalement, dans une galaxie donnée, vous avez au centre un trou noir géant, et en périphérie, vous avez des millions de petits trous noirs. Voilà. Alors, à commencer par notre galaxie. Alors ça, c'est une image synthétisée de à quoi pourrait ressembler notre galaxie, si on pouvait la voir de loin. Et nous, évidemment, on est à l'intérieur. Mais grâce à nos observations, on est capable de plonger vers le centre galactique et d'observer, alors à nouveau mon film ne va pas marcher, tant pis, ici en fait c'est un fichier qui a été pris en 1992 qui montre un amas d'étoiles très serré autour du centre de gravité de la galaxie. Et en fait, on a une animation qui est en fait constituée d'une série de clichés astronomiques successifs. Donc, on voit ces étoiles bouger et tourner autour du centre. Et en analysant depuis 25 ans le mouvement précis, c'est-à-dire la dynamique orbitale de toutes ces étoiles, on en déduit qu'au centre, il y a forcément une masse invisible qui les fait bouger. Parce que ces étoiles bougent anormalement vite, donc s'il n'y avait pas de masse, elles ne bougeraient pas aussi vite. Et donc tous ces travaux ont abouti à la conclusion que notre galaxie abrite un trou noir de 4 millions de fois la masse du Soleil. Alors vous inquiétez pas, hein, les trous noirs
souvent dans la vulgarisation, ils sont présentés comme des ogres cosmiques qui ont tendance à tout dévorer. Bon, on en parlera peut-être dans les questions, mais donc en fait, le rayon d'action d'un trou noir, il ne s'étend guère au-delà de son propre rayon, ou à quelques fois son propre rayon. Donc évidemment, le trou noir galactique, il est beaucoup trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre brave système solaire. Alors restent maintenant les trous noirs supermassifs dont les masses dépassent le million de fois la masse du Soleil. Eh bien, ces trous noirs, comme je vous le disais, sont soupçonnés être les moteurs de l'activité de ce qu'on appelle les noyaux actifs de galaxies. C'est-à-dire ce sont des galaxies dont le cœur émet une luminosité absolument phénoménale. Et notamment, les plus célèbres de ces galaxies noyaux actifs sont les quasars, qui sont en fait des galaxies jeunes, dans l'histoire de l'univers. Donc, statistiquement, nous, on les voit très très loin dans l'espace, et elles sont fabuleusement brillantes. Les quasars sont incroyablement brillants. Ils brillent comme l'équivalent de plusieurs centaines de milliards de fois, des millions de milliards de fois la luminosité du Soleil. C'est-à-dire donc plusieurs milliers de fois la luminosité d'une galaxie normale. Et tout ça, c'est concentré uniquement dans le cœur de ces galaxies. Donc, il faut un moteur pour produire cette énergie. Eh bien, le seul moteur plausible que l'on a, c'est la transformation d'énergie gravitationnelle, de matière qui tombe dans un gigantesque trou noir pour produire de l'énergie, donc des trous noirs géants qui absorbent de grandes quantités de matière. Et donc, voilà l'analogie entre les microstructures, les micro-quasars dont je parlais, à l'échelle stellaire, et puis les trous noirs géants. Dans les deux cas, vous avez un disque d'accrétion, celui-là est gigantesque évidemment, parce qu'on a un trou noir géant, et dans la direction perpendiculaire, le long de l'axe de rotation, vous avez des émissions de jets relativistes, des jets gazeux extraordinairement lumineux. Et aujourd'hui, donc, on a des quantités d'observations très détaillées de tous ces objets, avec des mesures subtiles, que je n'ai pas le temps de développer, qui permettent d'estimer les masses de ces trous noirs. Donc, par exemple, au centre de cette galaxie bien connue, Messier 87, le trou noir est estimé à 3 milliards de fois la masse du Soleil. Dans certaines galaxies, bon, ça c'est une vue d'artiste, mais cette galaxie, on étudie les propriétés du disque de gaz qui tourne autour, on en mesure la vitesse de rotation, et par les lois de ce génial Kepler, on en déduit la masse du trou noir central. Donc, ça a été le cas pour cette galaxie-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé, après avoir fait mes premières simulations numériques à la fin des années 70 de l'aspect visuel d'un trou noir. J'ai appelé travailler sur un processus astrophysique plausible, qui semblait plausible à l'époque, mais pas observable, au début des années 80, avec des collaborateurs, notamment Brandon Carter. Je me suis posé la question, qu'arriverait-il à une étoile qui frôle un trou noir géant? Alors ici, vous avez un trou noir géant. Autour du trou noir géant, vous avez une zone de dangerosité, c'est-à-dire une zone à l'intérieur de laquelle l'espace-temps est tellement déformé que tout objet qui va y pénétrer va être déformé. Donc une étoile qui va rentrer là-dedans, elle va être étirée, comprimée, etc. Parce que l'espace lui-même est étiré, comprimé. Et donc elle peut être détruite carrément par ce qu'on appelle des forces de marée. Parce qu'il s'agit bien d'un phénomène de marée gravitationnelle, sauf que là, les marées sont provoquées par des trous noirs. Voilà. Et donc ça se met en équation, figurez-vous, et on peut calculer que devient l'étoile qui pénètre dans cette région-là. Et à nouveau, le film ne marche pas. Donc, normalement, dans le film, on voit une étoile qui pénètre là-dedans. Et puis, une fois qu'elle rentre dans le rayon de marée, elle est complètement écrasée et aplatie. Et alors, on avait calculé que l'étoile était transformée en une crêpe stellaire flambée. Une crêpe stellaire parce qu'elle est aplatie dans le plan de son orbite. Une crêpe gazeuse, et puis à force d'être aplatie, elle est chauffée, elle finit par exploser. Donc on avait prédit des flambées de rayonnement lorsque les étoiles étaient détruites par les forces de marée de trous noirs géants. Figurez-vous que ces choses-là ont fini par être découvertes quelques années plus tard. Donc le premier indice, c'est en 1995, on a commencé à voir cette petite lueur-là qui s'allumait au centre d'une galaxie lointaine, et on a interprété comme une destruction d'étoiles. Et à mesure que les observations se sont améliorées, on en a découvert de plus en plus. Et on a découvert donc des éruptions en ultraviolet, en rayons X, dans les noyaux de galaxies lointains, qui s'interprètent aujourd'hui comme des ruptures d'étoiles. Et aujourd'hui, on en découvre chaque semaine. Voilà, donc les crêpes stellaires flambées explosent un petit peu partout dans l'univers. C'est un moyen indirect également de mettre en évidence l'influence de trous noirs géants au centre des galaxies. Bon, je ne vous montre pas ça. Voilà. Je finis quasiment avec un petit peu de l'actualité, puisque donc les télescopes aujourd'hui sont capables de traquer les trous noirs, en mesurer les masses, et on en découvre de plus en plus, et surtout on en découvre de plus en plus gros, et qui posent de plus en plus de questions. Le record de masse absolue détenu par un trou noir, c'est 40 milliards de fois la masse du Soleil.
absolument quelque chose de gigantesque. Hein, c'est pratiquement peut-être un cinquième de la masse de notre galaxie tout entière qui est concentrée dans un trou noir. Alors ce trou noir il est extrêmement lointain, il est dans un quasar, hein, donc, aux confins de l'univers. Bon, ensuite, ça c'est un résultat d'il y a à peu près 2 ans, je crois. On a eu la surprise de trouver un trou noir assez gros, quand même 17 milliards de fois la masse du Soleil, mais il est au cœur d'une galaxie toute petite. On pensait que les trous noirs très gros étaient associés à des galaxies géantes, parce que pour former un gros trou noir, il faut qu'il ait le temps d'avaler beaucoup de matière pour grossir, et donc il faut qu'il soit dans une galaxie très fournie. Et bien là, on a la surprise assez stupéfiante de trouver un trou noir gigantesque au sein carrément une galaxie naine, qui est beaucoup plus petite que la Voie lactée. Et finalement, la masse de ce trou noir représente 14% du total de la masse de la galaxie, alors qu'en général, le trou noir central ne représente que 1/1000 de la masse de la galaxie. Donc là aussi, on a un processus de formation d'un trou noir massif qui pose des questions. Et la toute dernière nouvelle, elle remonte à moins d'1 mois, c'est carrément la mesure dans un quasar très lointain d'un trou noir, qui s'appelle comme ça, qui fait 12 milliards de fois la masse du Soleil. Bon, d'accord, la masse n'est pas si extravagante que ça, mais le problème, c'est que le quasar, il est tellement loin, s'il est loin dans l'espace, ça veut dire qu'il est loin dans le passé, et donc il s'est formé très tôt dans l'histoire de l'univers. Eh bien, les mesures indiquent qu'il date de 900 millions d'années seulement après le Big Bang. Et là, on se dit, mais attendez, comment c'est possible qu'en seulement 900 millions d'années, à partir du Big Bang, à partir d'une soupe homogène, pratiquement, on ait pu former une structure aussi gigantesque qu'un trou noir de 12 milliards de fois la masse du Soleil. Ouais. Donc après, évidemment, on peut toujours imaginer des processus théoriques, mais voilà, ça pose des questions très intéressantes sur carrément les débuts de l'univers et comment se sont formées les premières grandes structures. Je finirai, enfin, parce que j'ai l'impression que j'ai dépassé mon temps, par une autre forme de lumière. Ce n'est pas le rayonnement électromagnétique, c'est le rayonnement gravitationnel. Vous savez que ça fait partie des prédictions fondamentales de la relativité générale que non seulement vous avez de la courbure de l'espace engendrée par un objet, mais quand l'objet bouge, il agite la texture même de l'espace-temps. Un peu comme si vous agitez un bâton à la surface de l'eau, vous produisez des ondes concentriques, des ondes de courbure. Eh bien, vous avez des ondes de courbure de l'espace-temps qui sont des ondes gravitationnelles qui se propagent à la vitesse de la lumière et dont l'espoir, c'est de les détecter. Et on commence à avoir des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Vous en voyez un ici qui est installé près de Pise en Italie. Le problème, c'est qu'il y a un défi technologique majeur, c'est que les ondes gravitationnelles, elles nous traversent, mais elles sont de si faible amplitude que, heureusement pour nous, nous ne les ressentons pas. Mais s'il y a un trou noir qui explosait à quelques années-lumière de nous, il produirait des ondes gravitationnelles qui, en passant à travers nous, dilaterait l'espace dans une direction et le comprimerait dans une autre. Donc nous qui sommes dans l'espace, nous serions étirés dans une direction et comprimés dans l'autre. Ce ne serait pas très agréable. Heureusement, les trous noirs sont très lointains et les ondes gravitationnelles qui le traversent sont extraordinairement faibles et c'est tout le problème de la détection. Voilà. Et donc pour l'instant, on a une génération de détecteurs qui manque probablement un facteur 10 ou 100 de sensibilité pour détecter ces ondes gravitationnelles émises par des trous noirs. Alors malgré tout, les théoriciens calculent à quoi pourrait ressembler la courbe de lumière gravitationnelle, donc je passe là-dessus. Il existe également donc des trous noirs géants qui sont dans des systèmes binaires, et cela, donc il pourrait y avoir des coalescences de trous noirs massifs, donc ça c'est des vrais clichés. On voit des galaxies qui ont fusionné dans le passé, et leurs trous noirs centraux n'ont pas encore fusionné, mais un jour ils fusionneront. Et en fusionnant, ils vont émettre des ondes gravitationnelles considérables, et l'espoir c'est qu'on puisse les détecter par ce futur projet, qui est donc un détecteur d'ondes gravitationnelles, qui sera placé dans l'espace. Ça s'appelle le projet donc ELISA, ça veut dire Evolved Laser Interferometer Space Antenna, à l'horizon 2025-2030, hein, ça dépend des budgets. Enfin, il fait partie des projets phares de l'Agence spatiale européenne pour détecter cette lumière gravitationnelle. Je répète, ce n'est pas la lumière électromagnétique, c'est une autre forme de signal émis par les trous noirs, mais qui serait encore plus révélateur que la lumière, parce que finalement, vous avez aussi des objets compacts comme les étoiles à neutrons qui sont capables de simuler parfois des choses ressemblant à ce que peut faire un trou noir. En revanche, les ondes gravitationnelles, c'est la signature absolue des trous noirs. Donc finalement, le grand espoir pour sonder réellement dans le futur les propriétés d'un trou noir très très près de leur surface, ce sont les ondes gravitationnelles.
Voilà, donc, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà largement débordé et je suis ouvert à toutes les questions que vous pouvez me poser. Oui, prévu, hein. Ah, si, ça y est, c'est revenu. Comme quoi, ce qui ne se conçoit pas aisément peut quand même s'énoncer clairement. Je ne sais pas si vous avez vu, ça le fait bien. Petite remarque pour ceux qui ont des questions à poser, gardez-les un petit peu en tête. Je voudrais juste en profiter pour revenir sur deux petites choses. D'une part, il y a un moment où vous avez parlé de mini-trous noirs qui concernaient plutôt la physique quantique. Ben, ça va faire certainement partie des questions. Ça me rappelle qu'il faut quand même remercier, avant que vous veniez tout à l'heure pour acheter les livres, rencontrer Jean-Pierre Luminet, autant qu'on le fasse tout de suite, un peu comme dans les concerts rock, vous savez, où quand tout le monde est chaud, on en profite pour présenter les musiciens. Donc je vous demande de remercier la technique, toute l'équipe du Planétarium, qui pour chacune des nombreuses séances encore à venir est toujours là pour aider, effectivement, pour mettre ça en place. Et la prochaine fois, c'est tout de suite, hein, c'est le 9 avril, avec Alessandro Boselli qui viendra vous parler des galaxies. Si vous savez tout sur les galaxies, c'est pas la peine de venir. D'autre part, je voudrais aussi qu'on pense... non, j'en parlerai plus tard. Je voulais aussi qu'on remercie le laboratoire de l'Université de Montpellier 2, laboratoire dédié à la physique et à l'astrophysique, qui a aidé à concevoir tout ce programme sur l'année de la lumière. C'est eux qui, avec le planétarium, ont mis en place ces conférences. Et je vous ferai remarquer que dans une ville où il y avait déjà l'Agora des Savoirs, vous êtes quand même, en restant poli, on va dire archi-vernis. D'accord ? C'est quand même, il me semble que c'est un territoire où il se passe énormément de choses. On peut aller à la rencontre des sciences très facilement. Ça serait dommage de ne pas en profiter extrêmement régulièrement. Et évidemment, on remercie Montpellier, métropole Méditerranée, parce que sans eux, tout ça, ça ne peut pas se faire non plus. Donc maintenant, Jean-Pierre, si tu es prêt pour le feu des questions, il y en a là, quand j'en connais qui sont dans des associations d'astrophysique et tout ça, ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas déjà à fond. Qui veut poser une question, s'il vous plaît? Je me suis permis de mettre en fond voilà, les deux livres qui répondront à toutes les questions auxquelles je n'aurai pas le temps de répondre ce soir. Oui, voilà, j'ai une question à poser. Bonjour et merci. Si vous pouvez lever la main, qu'on vous repère facilement. Oui, voilà. Merci. J'ai entendu parler déjà des trous blancs et de l'évaporation des trous noirs. Vous n'en avez pas dit un mot. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que le trou retourne? Oui. Oui, j'ai dû faire évidemment l'impasse sur beaucoup de choses, mais je pensais effectivement que ça viendrait dans les questions. Alors, l'un des aspects les plus étonnants, les plus fascinants, les plus dérangeants avec la théorie des trous noirs, cette fois-ci je ne parle pas de l'observation, mais de la théorie, c'est que lors de la formation du puits gravitationnel, un tissu élastique de l'espace-temps qui se déforme parce que vous avez un effondrement gravitationnel, jusqu'où ça va? Est-ce que le puits est bouché à un fond, il y a une sorte de nœud qu'on appelle une singularité de l'espace-temps qui bloque tout et donc la matière et l'énergie s'accumulent indéfiniment là-dedans. Et il y a une autre possibilité, théorique en tout cas, en tant que solution mathématique des équations d'Einstein, décrivant la structure de l'espace-temps au cœur d'un trou noir qui tourne. C'est la structure qu'on appelle la structure du trou de verre. Trou de verre, verre VER, wormhole en anglais. Ce serait en fait une possibilité que le fond d'un trou noir ne soit pas bouché, mais soit en fait une sorte de connexion, une distorsion un peu étrange, une sorte de tunnel, si vous voulez, de l'espace-temps. On peut utiliser que des mots un peu métaphoriques, hein, il n'y a que les équations qui décrivent correctement les choses. Une sorte de tunnel de l'espace-temps qui relierait en fait une région de l'espace-temps qui serait un trou noir à une région symétrique qui serait en fait un anti-trou noir, c'est-à-dire un jaillissement spontané de matière et d'énergie que l'on peut appeler soit un trou blanc, mais je préfère le terme de fontaine blanche, puisque c'est plutôt un jaillissement spontané. Voilà. Et donc, alors, il y a deux aspects là-dedans. Premièrement, si ça existe, est-ce que les fontaines blanches ont été observées, ou les trous blancs ou les fontaines blanches dans l'univers, comme un jaillissement d'énergie? On les a cherchés, on n'a rien trouvé. Bon, une fois de plus,
l'absence d'évidence n'est pas l'évidence de l'absence, comme on dit. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais enfin, on n'a rien trouvé. Mais ça pose des problèmes un peu plus profonds sur le plan purement théorique. C'est que ces structures peuvent réellement se former dans l'univers. Même si on sait que le trou noir se forme, est-ce que les trous de verre sont stables? Voilà. Alors il y a beaucoup de travaux là-dessus. Malheureusement, à l'heure actuelle, il semblerait que les trous de verre, s'ils se forment, sont instables et sont amenés à finir par se boucher. Et ça, c'est bien dommage pour la science-fiction. Parce que je rappelle, certainement, beaucoup d'entre vous ont vu des films de science-fiction ou ont lu des livres de science-fiction où on parle justement de porte des étoiles, voyage dans l'hyperespace, etc. Cette vieille idée de la science-fiction consistant à offrir enfin aux humains la possibilité de voyager loin dans l'espace en s'affranchissant des distances énormes qui nous séparent des objets lointains. N'oubliez pas, on est limité par la vitesse de la lumière. Donc, ne serait-ce que pour explorer les étoiles voisines, il nous faudra probablement des siècles, voire des milliers d'années. Et ne parlons pas des étoiles lointaines, et ne parlons pas des galaxies extérieures, qui sont totalement inaccessibles, sauf s'il existe des trous de verre traversables. Pourquoi? Parce que les équations montrent que si les trous de verre existent et qu'on puisse les emprunter, sans être déchiquetés par le rétrécissement du trou de verre, on emprunte des raccourcis. Les trous de verre sont des raccourcis d'espace-temps. Donc ça a été intensivement utilisé dans la science-fiction. Et je répète, ceux qui ont vu Interstellar, levez la main. Voilà. Oh, quasiment tout le monde a vu Interstellar. Bon, vous avez évidemment l'exploitation de cette idée de trou de verre dans le film Interstellar, en faisant l'hypothèse qu'ils sont traversables. Je répète, malheureusement, l'état actuel de nos modèles suggère que c'est très peu vraisemblable qu'ils soient traversables, en tout cas les trous de verre naturels. Alors, comme les physiciens théoriciens sont jamais à court d'idées, il y en a qui ont imaginé de pouvoir créer des trous de verre artificiels et de les stabiliser. C'est-à-dire, à mesure qu'on rentre dans les trous de verre, pour éviter qu'ils ne s'effondrent, on injecte une forme d'énergie bizarre, qu'on appelle de l'énergie à pression négative, pour tapisser les parois du trou de verre et pour empêcher que ça s'effondre et éventuellement passer à travers. Mais là, on est plus près de la science-fiction, même si ça repose sur des calculs de physique fondamentale que de la science claire et nette. Merci beaucoup. Autre question? Et merci au passage d'ailleurs pour tout à l'heure. C'est pour savoir, les naines blanches, c'est ce qu'ils appellent les chandelles cosmiques ou c'est encore autre chose Oui, les naines blanches, c'est Les naines blanches, c'est Oui. ce qu'ils appellent les chandelles cosmiques au niveau du repérage dans l'espace ou pas? Parce que Les j'avais chan- entendu les chandelles. C'est ce que j'avais entendu Ah, parler. pardon, excuse-moi. Non, ce sont non. C'est Les pas- chandelles, ce sont plus. Oui, alors bon. Oui, si, il y a un lien. Bon, pour mesurer les distances, on utilise certaines classes d'objets qui peuvent servir, ce qu'on appelle de chandelles standards, des sortes d'étalons. Voilà. Bon. Alors, il y en a plusieurs. L'une de ces chandelles standards, ce sont ce qu'on appelle des supernovas de type 1A, qui forment donc des chandelles assez efficaces, parce que les supernovas sont extraordinairement brillantes, elles permettent effectivement de sonder l'univers extrêmement profondément, c'est-à-dire d'estimer des distances, des très très grandes distances. Il se trouve que les supernovas de type 1A sont modélisées par des naines blanches qui accrètent de gaz. C'est-à-dire on a un système binaire dans lequel on a une naine blanche, une étoile gazeuse, la naine blanche reçoit du gaz, et lorsque la couche de gaz atteint une certaine épaisseur, une certaine densité, une certaine concentration, une certaine température, il y a une explosion de surface, où éventuellement la masse de la naine blanche dépasse la limite de Chandrasekhar et ça se transforme en étoile à neutrons, et vous avez un phénomène extraordinairement violent qui est en fait une supernova. Alors, ce n'est pas l'effondrement d'une étoile massive comme j'ai décrit pour la première fois, parce que ça, on appelle ça les supernovas de type 2, ça, les supernovas de type 1A, ce sont des naines blanches. Or, justement, pourquoi ce sont des chandelles standards? En fait, votre question, elle est très intéressante. Ce sont des chandelles standards. Ce chandelles standards, ça veut dire que toutes les supernovas de type 1A ont la même luminosité intrinsèque. Donc, c'est pour ça que c'est des chandelles standards. Parce qu'elles sont à des distances différentes. Donc, vous le verrez à des luminosités reçues différentes. Mais si vous achetez des bougies au supermarché, des bougies identiques, elles ont toutes la même luminosité intrinsèque. Là, vous mettez la première bougie à 10 mètres, vous mesurez son flux. Si vous mettez la deuxième bougie à 100 mètres, ben vous recevrez un flux 100 fois moindre, parce que la bougie est 10 fois plus loin et l'intensité décroît comme le carré de la distance. Et la bougie est 1000 fois plus loin, elle est 1 million de fois plus faible, etc. Bon, eh bien avec la naine blanche qui se transforme en supernova de type 1A, elles émettent toutes la même énergie intrinsèque. Donc c'est comme ça que ça sert de bougie standard, parce qu'on observe des supernovas de type 1A relativement proches,
et puis on en observe 10 fois plus loin, et 100 fois plus loin, 1000 fois plus loin, et ainsi de suite. Merci. On peut Alors, faire du sport. Hein. ouais, j'ai une autre question, moi. Alors, on a deux principaux trous noirs, les deux principaux, donc le trou noir de Kerr, qui sont eux en rotation, et trou noir Schwarzschild statique. Bon, désolé pour la prononciation. Les trous noirs donc en rotation, qu'est-ce qui provoque la rotation du trou noir? C'est le moment cinétique dû à l'effondrement de l'étoile ou quelque chose d'autre? Oui, alors c'est une partie sur laquelle j'ai fait l'impasse. Quand j'avais des temps de parole un peu plus longs, je développe cet aspect physique des trous noirs. Je ne vous l'ai pas dit, mais l'une des propriétés les plus extraordinaires des trous noirs, qui est une propriété de physique fondamentale, ce n'est pas une propriété astronomique si vous voulez, même si après il y a un lien évidemment, c'est que le trou noir, paradoxalement, c'est l'objet le plus simple de la nature. Pourquoi? Parce qu'il peut être entièrement décrit, c'est-à-dire la totalité de ses propriétés peut être entièrement décrit par seulement 3 paramètres. C'est tout à fait extraordinaire. Hein. N'importe quel objet naturel, si vous voulez vraiment le décrire, mais complètement, il vous faut des milliards de paramètres. Un simple morceau de sucre, par exemple, ben, il vous faudra décrire également l'état de tous les atomes, les molécules, en plus de la forme, de la couleur et tout ça. Le trou noir, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. Enfin, s'il est noir, il a une forme, c'est sphérique, comme ça. Il n'a que 3 paramètres. La masse, le moment angulaire, et puis, possiblement, une charge électrique globale. Donc maintenant, dans l'univers réel, il est probable que les trous noirs sont neutres, électriquement neutres. Bon, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer. Donc il reste 2 paramètres, la masse et le moment angulaire. Quand un trou noir a seulement une masse et ne tourne pas, le moment angulaire, c'est une mesure de la quantité de rotation d'un objet sur lui-même. Quand un trou noir ne tourne pas, il est dit statique, c'est le trou noir de Schwarzschild. Quand un trou noir tourne, il est stationnaire, mais il est en rotation, il a un moment angulaire, effectivement, un moment cinétique, hein, voilà, et on l'appelle le trou noir de Kerr. Et le trou noir de Kerr a des propriétés beaucoup plus intéressantes que le trou noir de Schwarzschild. Alors, notamment sur le plan de la physique fondamentale, à l'intérieur d'un trou noir de Kerr, dans un trou noir qui tourne, la singularité, qui est prévue, normalement prédite par la relativité générale, ce n'est plus un nœud, un point situé au centre qui va boucher forcément l'espace-temps, c'est la forme d'un anneau, couché dans le plan équatorial. Et donc, vous pouvez calculer des trajectoires qui vont éviter l'anneau. Alors que si vous avez un seul point, toutes les trajectoires passent par ce point, et donc tout échoue dans la singularité. Avec un trou noir qui tourne, eh bien vous avez un anneau singulier, et vous pouvez passer au-dessus du plan des anneaux, voire passer carrément au centre de l'anneau sans toucher le bord singulier, et vous évitez les forces de gravitation infinies. Et vous pouvez faire votre voyage sain et sauf. Eh bien, c'est justement là, c'est dans cette configuration-là que l'on peut avoir éventuellement des trous de verre. Alors ça, c'est une propriété spécifique des trous noirs de Kerr, des trous noirs en rotation. En plus, les trous noirs en rotation, ils ont une autre propriété. Alors, celle, vous voyez, qui peut avoir des applications astrophysiques, c'est que d'abord, ils entraînent l'espace-temps entier dans la rotation, c'est-à-dire l'espace qui est autour est inéluctablement entraîné, comme dans un immense maelstrom, et c'est un maelstrom d'espace-temps. Et donc, ça veut dire que avant de rentrer dans le trou noir, un vaisseau spatial commencerait d'abord à être entraîné dans le sens de rotation du trou noir, mais pourrait éventuellement encore s'échapper en calculant une trajectoire précise. Voilà. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une partie de l'énergie d'un trou noir en rotation est stockée sous forme d'une énergie rotationnelle. Et on a imaginé des processus qui permettraient de récupérer une partie de l'énergie de rotation d'un trou noir. Et donc, on trouve dans un des grands classiques de la littérature sur les trous noirs, qui date de 1973, un schéma extraordinaire que j'ai reproduit dans mon livre, où on imagine une civilisation très avancée qui a maîtrisé ces phénomènes énergétiques d'un trou noir en rotation. Donc, elle a construit autour d'un trou noir en rotation une vaste structure très très rigide, dans laquelle il y a des activités économiques, industrielles, etc. Et ça produit des ordures et des déchets. Comment on se débarrasse de ces déchets? Eh bien, on les met dans des bennes que l'on va jeter dans le trou noir, mais dans des trajectoires très soigneusement calculées. C'est-à-dire, à un moment précis de la trajectoire, vous avez un mécanisme d'horlogerie qui va éjecter les déchets dans le trou noir en sens contraire de la rotation du trou noir. La benne est récupérée, vide, et l'énergie cinétique de la benne est récupérée sous forme d'énergie. On fait le calcul relativiste du bilan en énergie. Vous vous apercevez que non seulement vous récupérez la totalité de l'énergie des ordures, E égale mc2, dont vous vous êtes débarrassé dans le trou noir, mais vous en récupérez toute l'énergie, plus une énergie additionnelle, vous avez freiné un petit peu le trou noir, et donc vous avez récupéré un petit peu de son énergie. Voilà. On peut s'amuser à calculer qu'un simple trou noir stellaire en rotation modérée
avec une civilisation qui ferait ce truc-là, cette civilisation pourrait subsister en énergie, juste en exploitant l'énergie de rotation du trou noir, pendant plusieurs milliers de milliards d'années sur le taux de la consommation actuelle de notre planète en énergie. Donc voilà, peut-être que les trous noirs en rotation sont une solution. Maintenant, c'est vrai que si on on nique à Montpellier le système de recyclage et des poubelles, qui va financer le foot? Ici, je pourrais poser une question, toujours au fond. Vous avez dit qu'il y a des trous noirs qui ne tournent pas. Ça me surprend beaucoup parce que quand on a affaire, par exemple, à une naine blanche, elle tourne très vite. On appelle ça aussi un pulsar. Et si on diminue encore plus le diamètre pour obtenir un trou noir, comment ça se fait que le trou noir devrait tourner plus vite encore? Oui, vous avez absolument raison. Quand je dis qu'il peut y avoir des trous noirs qui ne tournent pas, c'est sur le plan théorique. Je dis, sur le plan théorique, vous écrivez les différents paramètres dont peut dépendre un trou noir. Si vous ne retenez que la masse, vous avez la solution la plus simple, dite de Schwarzschild. Voilà. Mais très probablement, les trous noirs naturels, eux, tournent, puisque tous les objets tournent dans l'univers. Et comme vous le remarquez judicieusement, le fameux théorème de la conservation du moment cinétique, qui fait que quand vous observez regardez du patinage artistique, vous voyez une jolie patineuse qui fait une pirouette. Et vous avez tous remarqué que lorsque les bras se rapprochent, sa vitesse de rotation augmente. C'est un théorème de la physique, ça s'appelle la conservation du moment cinétique. Les étoiles, c'est pareil. Les vraies étoiles, pas les étoiles de la glace, les étoiles cosmiques. Elles tournent. Le Soleil, ça tourne à peu près en un mois. Eh bien, si le Soleil se contracte, la vitesse de rotation augmente pour conserver ce qu'on appelle en fait la quantité globale de rotation qui s'appelle le moment angulaire. C'est la raison pour laquelle les naines blanches tournent plus vite parce qu'elles sont comprimées. Les étoiles à neutrons tournent encore beaucoup plus vite. On pourrait faire une soirée entière sur les étoiles à neutrons. Vous avez entendu parler des pulsars, par exemple. C'est une des manifestations visuelles des étoiles à neutrons. Ben, les pulsars, ce sont des étoiles à neutrons qui tournent incroyablement vite sur elles-mêmes en émettant un faisceau de rayonnement, un peu comme un phare. Et à chaque fois que le faisceau du phare passe devant un radiotélescope, on détecte un bip. Et donc les pulsars sont détectés sous forme d'impulsions périodiques extraordinairement régulières. Tac, 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 tac. Voilà. Et ça manifeste donc une vitesse de rotation extrêmement élevée. Le pulsar le plus rapide qu'on connaisse fait 600 tours par seconde. Donc si vous continuez votre hypothèse, ben, le trou noir devrait encore tourner plus vite, le trou noir naturel. Et de fait, on a des modèles où effectivement le trou noir peut tourner à des vitesses incroyables, mais il y a quand même une vitesse limite, une vitesse de rotation maximum qui correspond à peu près finalement à l'horizon. La surface du trou noir ne peut pas tourner plus vite que la vitesse de la lumière. Donc ça impose une contrainte, c'est-à-dire une limite supérieure à la quantité de rotation d'un trou noir. Mais figurez-vous que justement, on commence enfin à avoir des mesures astrophysiques qui sont capables de faire la différence entre les vitesses de rotation de trous noirs, entre les trous noirs qui tournent et ceux qui ne tournent pas. Et en fait, vous avez raison, ils tournent tous. Et le plus étonnant, c'est que la plupart tournent près de la vitesse maximum. Par exemple, le trou noir galactique, notre trou noir là, Sagittarius A, au centre de notre galaxie, on estime que le moment angulaire est à 98% le moment angulaire maximum qu'il pourrait avoir. Donc il tourne extraordinairement vite. Donc on a, en fait, les vrais trous noirs, ce sont de véritables tourbillons d'espace-temps qui entraînent dans leur ronde tout ce qu'il y a dans les parages. Non seulement ça absorbe, mais ça fait tourner avant d'absorber. Merci. Bonsoir. Il y a une question que je me posais. Donc le trou noir a un rayon d'action, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc il va absorber de la matière. Quand il absorbe plus de matière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le trou noir s'arrête entre guillemets et que se passe-t-il dans ce cas-là? Oui, alors la vie d'un trou noir, elle dépend beaucoup, ce qu'on peut appeler la vie d'un trou noir si vous voulez, elle dépend beaucoup de son environnement. Donc il y a des phases actives. Les phases actives, ça veut dire que le trou noir va absorber de la matière, donc il va grossir d'une part et il va provoquer des phénomènes extrêmement lumineux. Puis vous avez raison, comme son rayon d'action, il n'est pas infini, une fois qu'il a fait un petit peu le nettoyage autour, ben, il peut pas rentrer dans une période un petit peu de famine. Jusqu'à ce qu'après, au cours du temps, éventuellement, il puisse y avoir à nouveau du gaz qui se rapproche, ou par exemple des étoiles. Alors justement, moi qui ai beaucoup travaillé sur les crêpes stellaires, là, les destructions d'étoiles par les forces de gravitation, les forces de marée d'un trou noir, eh bien, on pense que par exemple dans une galaxie comme la nôtre, probablement, en moyenne, il doit y avoir une étoile tous les 10 000 ans qui est détruite comme ça. Alors, ben, ça veut dire que quand l'étoile est détruite, ça va émettre de l'énergie pendant quelques décennies, le temps que le gaz soit aspiré. Et puis après, il y a une longue phase de famine où le trou noir ne se manifeste quasiment pas
mis à part de faire tourner des étoiles, mais sans les détruire. Voilà. Et c'est le cas de notre galaxie. Il se pourrait qu'il y ait des épisodes futurs dans notre galaxie où le centre de la galaxie redevienne un centre actif pendant quelques décennies, tout simplement parce qu'une étoile serait brisée. Donc voilà, ça peut se passer comme ça. Merci. Pendant que le micro est là. Quand on observe les trous noirs, bon, on les observe dans notre référentiel, si j'ose dire, et je comprends que les équations aillent beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer et qu'on ne peut pas tout visualiser. Mais si on se place dans le référentiel du trou noir, est-ce que le temps s'écoule de la même manière? C'est aussi une question fondamentale, c'est aussi une question de physique fondamentale que je n'ai pas eu le temps d'aborder, donc faites bien de me poser la question. Le trou noir est donc la description relativiste, c'est une distorsion de l'espace et du temps. Donc une distorsion de l'espace, se manifestant par exemple par ses forces de marée extraordinaires, capables de briser des étoiles, mais également une distorsion du temps. C'est l'un des principes de base de la relativité d'Einstein, c'est que le temps ne s'écoule pas uniformément pour tous les observateurs dans l'univers, contrairement à la physique classique ordinaire où on peut synchroniser toutes les horloges, etc. Donc en fait, le vrai temps, il y a plusieurs temps. Il y a le temps de l'observateur et le temps du système observé. Et donc vous savez que notamment, lorsqu'un objet se déplace à des vitesses s'approchant vers la vitesse de la lumière, l'horloge en mouvement, quand on mesure le temps écoulé, le temps ralentit considérablement. Donc ça a donné lieu à tout un ensemble de choses, le paradoxe des jumeaux voyageurs, tout un ensemble de choses. Avec le trou noir, donc avec les vitesses, c'est la même chose avec les champs gravitationnels. Finalement, le champ gravitationnel, c'est équivalent à une accélération. Donc, un champ gravitationnel très puissant accélère les objets à des vitesses proches de la vitesse de la lumière et on a les mêmes effets de distorsion temporelle. Maintenant, ça veut dire quoi? De façon un peu plus imagée, j'y consacre un chapitre entier dans mes ouvrages sur les trous noirs. Vous imaginez donc deux astronautes, deux frères par exemple, qui décident donc, qui repèrent un trou noir. Et puis il y a l'un des deux qui décide d'explorer le trou noir. Et l'autre va rester en orbite autour pour observer la scène. Voilà. Donc l'explorateur qui se sacrifie un petit peu pour les besoins de la science, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas revenir, au moins il se prend, il a une caméra embarquée, hein, voilà, qui prend des images. Et les images vont être transmises à l'extérieur. Donc voilà. Donc on a deux temps. On a le temps apparent, c'est-à-dire le temps extérieur, tel qu'on le voit à l'extérieur du trou noir. Et puis on a le temps lié à la chute dans le trou noir, lié à l'astronaute qui, lui, va participer au mouvement d'effondrement. Eh bien, au début, les temps coïncident, et à mesure que le frère explorateur va s'approcher de la surface du trou noir, eh bien, son temps à lui, il est normal. Il s'écoule tout à fait normalement. Mais simplement, le temps mesuré par celui qui reste en orbite à l'extérieur, c'est-à-dire finalement le film qu'il voit sur son écran de télévision, il ralentit, il ralentit, il ralentit. Il ralentit. Le temps est en quelque sorte gelé. Le temps apparent est en quelque sorte gelé. Alors que le vrai temps de l'explorateur, malheureusement pour lui, il est très court. Ça peut durer quelques secondes. Il franchit le trou noir, puis à l'intérieur du trou noir, il est éventuellement détruit, sauf s'il a choisi un trou noir géant. Il a quelques heures devant lui. Voilà. Mais de l'extérieur, le seul fait même de s'approcher de la surface du trou noir ne sera jamais vu de l'extérieur, une sorte de gel du temps apparent. Donc ce sont des distorsions extraordinaires du temps qui sont des conséquences incontournables de la relativité générale et qui, avec les trous noirs, prennent leur ampleur maximum, exactement comme les mirages gravitationnels également dont j'ai parlé. Alors, je vais me permettre de poser moi une petite question. Oui. Alors peut-être une petite coupure dans la soirée par rapport au trou noir, mais vous avoir sous la main sans reparler de l'univers froissé, ça serait quand même un peu aberrant. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Pierre Luminet a élaboré une théorie sur la forme de l'univers. Et je me souviens d'un repas passionnant où il y avait d'autres personnes qui sont, comme vous aussi, dans la recherche et dans la vulgarisation des sciences. On était un petit repas, il y avait Étienne Klein, que certains connaissent sûrement, qui est un spécialiste du temps. Il y avait Jean-Marc Lévy-Leblond, un physicien. Il y avait Daniel Reichwarg, qui est un spécialiste de la vulgarisation des sciences. Et est arrivé l'univers froissé sur la table. Un des plus beaux repas de ma vie, tout le monde était à fond. Où est-ce qu'on en est de l'univers froissé? Est-ce que votre théorie est toujours valable? Est-ce qu'elle est oblitérée? Est-ce qu'il y a des choses qui... Voilà, où on en est?
Alors, comme toute théorie, aussi jolie soit-elle sur le plan de la construction mathématique, elle doit être après confrontée à des expériences. Donc, ma théorie est toujours théoriquement valable. Qu'est-ce que c'est déjà? Voilà. Donc, c'est l'idée en fait que la perception de l'espace que l'on a se fait, la reconstruction mentale que l'on fait de la forme de l'espace se fait à travers les rayons lumineux, des objets lointains. Mais n'oublions pas qu'il peut y avoir des illusions d'optique et des mirages. Donc, j'ai déjà montré l'exemple de mirage dit gravitationnel. Eh bien, j'ai étudié un mirage plus compliqué, plus global, qu'on appelle un mirage topologique. C'est-à-dire, on peut construire mathématiquement des formes d'espace, que j'appelais les espaces chiffonnés en fait. Ils sont froissés, mais ils sont en fait chiffonnés. Voilà, c'est un terme métaphorique. C'est-à-dire, ce sont des espaces de taille finie, qui n'ont pas de bord, et avec des structures très particulières qui font un petit peu comme un palais des glaces en démultipliant les images des objets lointains. C'est-à-dire, ils produisent un mirage global. On se trouverait dans un tel espace, ce serait difficile de faire la différence entre les objets réels et des images multiples engendrées par ce mirage. Alors, de façon un petit peu étonnante, ce modèle-là, il est tout à fait pertinent. Il s'applique exactement au fameux modèle de Big Bang qui décrivent on ne peut plus correctement, pour l'essentiel de l'histoire, toutes les propriétés de l'univers observé, et donc reste maintenant à tester expérimentalement, observationnellement ces idées-là. Alors c'est vrai qu'en 2003, on avait eu, j'avais commencé par une longue phase de développement mathématique où je proposais donc ces formes d'univers bizarres et ces mirages topologiques. Et puis en 2003, il y a eu des observations ce qu'on appelle le rayonnement fossile, dans lequel il y avait des indications que l'on pourrait avoir effectivement un modèle particulier d'univers chiffonné expliquant les observations de l'époque, appelé l'espace sphérique dodécaédrique, une structure assez fascinante qui produisait une illusion d'optique sous forme d'une sorte de mosaïque de dodécaèdres. Seul un dodécaèdre correspondait à l'univers réel, et les autres dodécaèdres tissant un début d'illusion d'optique avec des sortes de mirages. Donc ces choses-là ont été mises à l'épreuve des dernières observations astronomiques. Donc le dodécaèdre ne tient plus vraiment la route, malheureusement. Parce qu'il y a des contraintes observationnelles qui semblent exclure un dodécaèdre, en tout cas plus petit que la taille de notre univers, donc pas de mirage topologique, mais il y a tellement de formes topologiques possibles sur le plan mathématique que beaucoup ne sont pas encore exclus par les observations. Donc la question reste là. La question sur la forme de l'univers, finalement. Est-il fini? Est-il infini? Etc. Et quelle est sa forme précise n'est pas encore complètement tranchée. Alors, une autre petite question qui suit juste celle-là, c'est par rapport à toute votre carrière où vous faites des recherches dans différents domaines, les trous noirs, les univers, à la fin, plus tard, je ne parle pas celle dans 10 milliards d'années, je parle de la vôtre, oui. Est-ce que le fait d'avoir élaboré une théorie comme l'univers chiffonné, oui. Vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose de encore plus important que le reste parce que ça va rester dans l'histoire des sciences? Il y a quelqu'un qui un jour aura sorti cette théorie qui va rester, qui va être ressorti régulièrement, rattrapé. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon ou pas par rapport au reste du travail sur les trous noirs? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Vers quoi vont comment vous sentez la recherche dans votre tête? Alors, ce qui me motive, c'est la curiosité, fondamentale d'essayer de percer, d'essayer de... Bon, c'est trop conventionnel de dire de percer les mystères de l'univers. C'est d'essayer de penser à des choses auxquelles les autres n'ont pas pensé. Éventuellement des choses qui, a priori, peuvent paraître surprenantes. C'est-à-dire quand j'ai proposé, effectivement, avec 2-3 collaborateurs initialement, cette idée d'espace chiffonné qui produit un mirage, disant que peut-être certaines des galaxies que l'on voit au télescope ne sont pas réelles, mais ne sont que des images fantômes, c'est vrai qu'au début, on trouve ça bizarre comme idée. Donc, c'est un défi de théoricien en disant, mais attendez... les observations, il faut après une grille de lecture, et la grille de lecture, elle est peut-être plus subtile que juste dire tel objet, il est là, un exemplaire unique, etc. Il peut y avoir des mirages, tout un ensemble de choses. Donc c'est ça qui est excitant en fait, c'est de travailler un petit peu aux frontières de ce que l'on peut faire et de pousser les idées jusqu'au bout. Alors après que ça marche ou pas, peu importe. Le plaisir, c'est un plaisir ludique de construire ces hypothèses. Alors après, évidemment, si on a des indications de notre vivant que ça peut marcher, c'est un motif de satisfaction. Et puis si ça ne marche pas, tant pis. On a développé des voies sur lesquelles beaucoup de gens ont travaillé qui un jour, effectivement, peut-être ressurgiront d'une autre façon. Alors, autre question. En fait, je voulais savoir si, à terme,
les scientifiques avaient prédiraient qu'il y ait plus de trous noirs que d'étoiles, vu qu'elles sont vouées à disparaître. Ou est-ce qu'au niveau de l'échelle de temps, en fait, ça laisse le temps à de nouvelles étoiles de se créer, etc. Oui, alors en fait, comme j'avais débordé mon temps, mon dernier transparent était consacré à ça, justement. Le destin très, très lointain de l'univers. À terme, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas beaucoup de trous noirs par rapport aux étoiles. Mais à terme, de plus en plus d'étoiles vont se transformer en trous noirs. Et puis même les étoiles qui ne se transforment pas initialement en trous noirs, qui deviennent des naines blanches ou des étoiles à neutrons, à terme, à force d'accréter de la matière ou du gaz, etc., elles vont finir par dépasser leur limite de stabilité et se transformer en trous noirs. Et puis les petits trous noirs stellaires, ils vont finir un jour, éventuellement, certains d'entre eux, par fusionner pour former des gros trous noirs. Alors cela dit, il y a une compétition avec l'expansion de l'espace, qui a tendance également à séparer les choses. Mais donc, en fait, on a élaboré des modèles temporels, si vous voulez, sur l'évolution de l'univers, mais sur des échelles futures considérables, il y a des millions de milliards d'années, complètement au-delà de l'entendement humain, bien entendu, mais tout de même qui peuvent se mettre en équation, et dans lesquels, en fait, les trous noirs jouent un rôle de plus en plus important, à des échelles de plus en plus grandes, des trous noirs initialement massifs, puis supermassifs, puis hypermassifs, etc., etc. Et même dans des modèles où l'univers se dilate perpétuellement, donc à un temps infini devant lui, sur une échelle de temps invraisemblablement longue, qui peut se mesurer par un chiffre de l'ordre de 10 puissance 76 années, même les gros trous noirs géants peuvent s'évaporer sous les effets de la physique quantique. Voilà. Dans l'état normal des choses, il n'y a que les micro-trous noirs qui peuvent s'évaporer sur des échelles de temps raisonnables, mais après, les processus quantiques, si vous leur donnez suffisamment de temps, eh bien, ils finissent par se produire. Voilà, donc, on prédit éventuellement, si l'univers se dilate perpétuellement, à un temps infini devant lui, que même les gros trous noirs, dans le futur, finiront par s'évaporer. Bonsoir. J'ai été très surpris de lire récemment que l'intrication des particules au niveau quantique pourrait être la manifestation finalement de l'existence de deux trous noirs, et plus précisément d'un trou de verre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie ou pas? En fait, initialement, le premier trou de verre qui a été imaginé sur le papier, c'était pas du tout le trou de verre moderne dont je viens de parler. C'était une tentative de Einstein et un autre chercheur qui s'appelait Rosen, qui ont essayé d'expliquer en fait certaines propriétés de particules élémentaires, par exemple un électron et un anti-électron, en termes d'une microstructure ressemblant en fait à un trou de verre. Donc à l'époque, on n'appelait pas ça un trou de verre, on appelait ça un pont d'Einstein-Rosen, mais le nom indique que le nom de pont indique que déjà ils avaient imaginé qu'il puisse y avoir des microstructures, cette fois-ci à l'échelle des particules élémentaires, qui connectent deux objets. Sauf qu'au lieu d'avoir un trou noir et une fontaine blanche, c'était par exemple un électron et un anti-électron, mais la structure sous-jacente ressemblait à un micro-trou de verre. Alors je ne sais pas si ces idées-là ressortent aujourd'hui d'une autre façon, je n'ai pas lu d'informations particulières là-dessus, mais en tout cas l'idée remonte déjà aux années 1940. À noter cependant que Einstein, après, s'est fortement opposé au développement de ces idées-là. Il ne croyait pas du tout à l'existence des trous noirs et encore moins à celle des trous de verre macroscopiques dont j'ai parlé. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir est-ce que les trous noirs disparaissent s'ils disparaissent avec le temps, comme vous venez de le dire, sur de grandes échelles de temps. Quel est le processus par lequel ils disparaissent? Est-ce qu'ils éjectent leur matière ou la matière est dissoute Oui, non, la seule façon pour un trou noir de disparaître, comme vous dites, en fait, c'est de s'évaporer sur des effets de physique quantique. Si vous n'avez pas de phénomène quantique, le trou noir ne peut absolument pas se désintégrer, désagréger, perdre de la matière et de l'énergie. Le trou noir relativiste normal ne peut au contraire que grossir, puisqu'il absorbe de la matière, etc. etc. Hein, voilà. Donc il ne peut pas en perdre. Donc voilà, ce à quoi je faisais allusion, c'est uniquement l'évaporation quantique de trous noirs. Comme je le disais,
dans l'état normal des choses. Seuls les trous noirs microscopiques aujourd'hui pourraient être soumis à des effets quantiques d'évaporation. Et les trous noirs stellaires normaux, évidemment, sont beaucoup trop gros pour subir ces effets-là, sur des échelles de temps de quelques milliards d'années. Mais dans un univers où on se donne devant nous des millions de milliards d'années, eh bien finalement, même ces processus improbables sur nos échelles de temps finissent par devenir probables sur les très longues échelles de temps, y compris l'évaporation quantique de trous noirs géants. Et ça se traduit par quoi, l'évaporation d'un trou noir? Je ne l'ai pas dit, hein. Ce n'est pas des éjections de matière, d'un rayonnement, une partie sous forme de rayonnement gravitationnel, une partie sous forme de rayonnement électromagnétique, et puis tout un ensemble de particules qui sont émises. Voilà. Merci. Oui. Oui, vous nous avez parlé donc vous nous avez parlé de l'évolution à terme sur des très longues échelles de temps. Mais c'est en vous basant donc sur un temps linéaire. Mais si le temps n'est pas linéaire ou s'il est précisément déformé par les trous noirs, qu'est-ce qu'il en est? Oui, alors le temps, localement, il est déformé dans les voisinages de trous noirs, mais là, les échelles de temps auxquelles je faisais allusion sont des échelles de temps cosmologiques, et à l'échelle cosmologique, comment dire, vous pouvez en fait retrouver une sorte de temps universel, pas forcément linéaire, mais enfin une sorte de temps cosmique à peu près universel, indépendamment des petites distorsions locales qu'il peut y avoir. Et quand je dis qu'un trou noir macroscopique peut s'évaporer sur une échelle de temps de 10 puissance 30 années, ce sont réellement des véritables années. Hein, voilà. Bonsoir. Manifestement, certaines étoiles très massives peuvent s'effondrer directement en trou noir sans passer par l'étape de supernova. Comment expliquez-vous ce processus? Comment est-ce que ça peut se réaliser, un effondrement direct sans éjection de matière ni rien? Alors où est-ce que vous avez lu que vous pouvez avoir un effondrement direct sans éjection de matière et d'enveloppe gazeuse? Parce que normalement, les modèles de formation de trous noirs stellaires, en tout cas, je l'ai dit, hein, soit vous avez un phénomène associé à une hypernova, parce qu'à partir du moment où vous avez l'effondrement d'un cœur d'étoile, vous avez une partie, vous avez une forte émission, on rentre dans des détails de physique un peu plus compliqués, une émission considérable de neutrinos qui sortent. Les neutrinos, ils vont emporter l'enveloppe gazeuse de l'étoile, qui ne s'est pas effondrée, elle. Donc, dans tous les cas, il y a une éjection de matière. Ou alors, une autre façon de former les trous noirs, je dis, c'est une coalescence de deux étoiles à neutrons. Et il y a une partie de la coalescence qui se transforme en trou noir et une autre partie qui est éjectée. En tout cas, dans les modèles actuellement les plus étudiés. Je ne connais pas spécifiquement de modèle dans lequel il y a un trou noir qui se forme sans aucune manifestation lumineuse, sans aucune éjection de gaz. Oui, merci. D'abord, merci pour la conférence. C'est vraiment sympa de vous avoir ce soir. Je voulais vous poser une question. Je n'ai pas d'esprit scientifique fort, mais j'ai quelque chose, ça me turlupine, je m'intéresse un peu à tout ça. Par rapport à un univers qu'on dit fini, ou enfin, fini mais infini en quelque sorte, votre intime conviction, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez de certains astrophysiciens qui pensent qu'il y a un seul univers ou d'autres plusieurs univers avec des multivers. Et est-ce que pour vous, un trou noir pourrait amener, pourrait relier des univers entre eux? Et ça amène une deuxième question sur tout à l'heure, vous avez évoqué la destruction de la matière qui devenait information. Est-ce que cette information qui passerait dans un trou noir pourrait aller ailleurs ou revient-elle? Oui, donc ce sont des questions de physique fondamentale tout à fait fascinantes. Donc la possibilité d'abord de ce qu'on appelle le multivers. Dans les théories en cours de construction, telles que la théorie des cordes par exemple, et puis la théorie gravitation quantique à boucle, enfin, autre approche pour essayer d'unifier un petit peu les interactions fondamentales, unifier notamment la gravité, un phénomène gravitationnel décrit par la relativité générale, et puis les phénomènes de l'infiniment petit décrits par la physique quantique. Quand on essaie juste de mettre ensemble ces deux théories,
Et normalement, il faut le faire si on veut décrire réellement ce qui se passe au fond d'un trou noir ou ce qui se passe au moment du Big Bang. Eh bien là, on se heurte à d'énormes problèmes théoriques. Chacune de ces théories marche très très bien dans leur domaine respectif, mais dès qu'on essaie de les marier de force, c'est le divorce total. Donc il faut élaborer des théories nouvelles, plus subtiles, qu'on appelle les théories de gravitation quantique. Parmi les théories qui, je répète, sont encore en cours de construction, la plupart de ces théories semblent prédire quelque chose d'assez étonnant et fascinant. C'est que, en fait, notre univers, tel que nous le concevions jusqu'à présent, ne serait pas seul, ne serait pas unique. Il y aurait un foisonnement extraordinaire d'univers, qu'on appelle donc l'ensemble de tout cela, formant ce qu'on appelle le multivers. Alors évidemment, ça pose déjà un problème de définition de ce que c'est l'univers et le multivers, parce qu'on peut toujours dire que l'ensemble des multivers, c'est l'univers. Enfin bon, ça. Voilà. Non, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dans ces théories des multivers, chaque bulle d'univers aurait des paramètres physiques complètement différents. Donc, en ce sens, ce seraient des univers aux propriétés radicalement différentes de notre univers. Donc, c'est ce sens qu'on peut appeler que ce sont des univers différents. Bon, voilà. Alors, l'un des gros problèmes de cette théorie, c'est très joli sur le plan mathématique, etc., mais c'est que, pour l'instant, on n'a pas de moyen de les mettre en évidence. Donc, s'il existe d'autres univers que le nôtre, comment rentrer en contact avec eux? Normalement, il n'y a pas de contact causal. Hein, voilà. Sauf un cas extrêmement particulier, mais possible, c'est justement un trou de verre qui connecterait deux univers différents. En ce sens que dans un univers donné, il peut y avoir un trou noir, le trou de verre, mais le trou de verre, au lieu de faire une connexion dans le même espace-temps, il fait une connexion entre deux bulles d'univers. Donc vous pouvez avoir, d'une certaine façon, dans un univers, de la matière et de l'énergie qui plonge dans un trou noir et qui va donner de l'information dans un autre univers. À l'inverse, on peut se dire, ben alors s'il y a d'autres univers pas trop loin de nous, de notre univers à nous, éventuellement on pourrait avoir de l'information qui viendrait de ces autres univers par l'intermédiaire de trous de verre. Voilà. Alors malheureusement, pour l'instant, évidemment, il n'y a aucune observation qui indique que ça puisse être le cas, mais c'est une possibilité théorique. Et c'est finalement peut-être l'une des seules possibilités pour mettre réellement en évidence, pour tester expérimentalement ces modèles assez fascinants de multivers, c'est-à-dire l'existence de ces cordons ombilicaux qui relieraient des univers différents, ces cordons ombilicaux que seraient des trous de verre. Alors après, évidemment, se pose quantité de questions, où va l'information d'un univers à l'autre, et ainsi de suite. On a même une théorie qui s'appelle la théorie des baby universe, c'est-à-dire que lorsqu'un trou noir se forme, dans le trou noir, le trou de verre engendre un nouvel espace-temps qui est un univers en soi. Dans cette théorie de gravitation quantique, on essaie également de supprimer le Big Bang en tant que singularité. On va dire, c'est idiot, le vrai Big Bang, ça ne peut pas être un point d'où tout jaillit. Donc en fait, si on améliore la théorie, on va lisser ce truc-là et on va découvrir qu'il y a eu un avant le Big Bang. Et simplement, notre Big Bang à nous, c'est une sorte de phase extrêmement comprimée, mais pas indéfiniment comprimée. Alors les théories de gravitation quantique commencent à élaborer des scénarios d'avant Big Bang. Et parmi les scénarios, il y en a plein, mais parmi les scénarios, c'est plus des scénarios que des modèles, parce que les choses sont tellement compliquées à calculer qu'on fait des approximations sauvages pour résoudre des équations. Donc on fait plutôt des scénarios que des modèles très prédictifs. Dans l'un de ces scénarios, vous avez dans une phase antérieure de l'univers, vous avez un trou noir qui se forme. Le trou noir qui se forme engendre un trou de verre, et la sortie d'énergie, une partie de l'énergie de l'univers pré-Big Bang, transite par ce trou de verre et ressort, et c'est notre Big Bang à nous. Donc notre univers serait un bébé univers d'un trou noir formé dans une phase antérieure. À son tour, notre univers, il a formé plein de trous noirs, comme je l'ai dit, et peut-être que chacun de ces trous noirs a engendré des univers, des bébés univers, et ainsi de suite. Et donc on a un modèle assez marrant qui s'appelle l'univers autoreproducteur. C'est un univers, on retrouve une sorte d'univers, ou de un ensemble d'univers, éternels qui agissent depuis toujours, et simplement ils se reproduisent, c'est-à-dire ils font des bébés univers en fabriquant des trous noirs. Et chaque trou noir est un cordon ombilical qui relie un univers parent à un univers fils. Non, mais là on est vraiment dans des spéculations très sauvages. Hein. Mais tout se simplifie à mort là, à mesure qu'on avance. Est-ce que quelqu'un veut... Voilà.
Oui, que se passerait-il si un trou noir de très petite dimension, par exemple, entrait en collision avec une étoile type Soleil ou un corps céleste plus volumineux que lui? Que se passerait-il? Ben, pas grand-chose. Un trou noir, s'il est petit, il a une faible masse. Donc, s'il s'approche d'une étoile, il sera attiré par le centre de l'étoile, il va se caler au centre de l'étoile. Une fois qu'il est au centre de l'étoile, contrairement à ce que vous pourriez penser, il ne va pas se mettre à bouffer l'étoile. Il va se mettre à commencer à absorber un petit peu du gaz de l'étoile, mais simplement, il y a une loi de l'astrophysique très importante, c'est qu'un trou noir, quand il absorbe du gaz, il ne peut pas absorber une quantité arbitrairement grande de gaz. Pourquoi? Parce que quand le gaz tombe dans un trou noir, il y a un rayonnement sortant. Et donc il y a une sorte d'équilibre qui va s'établir entre la matière entrante et la pression de rayonnement sortant, qui va freiner la chute de matière. Ça s'appelle la limite d'Eddington en astrophysique. Et on peut calculer comme ça que les trous noirs peuvent croître à une vitesse maximum, qui n'est pas arbitrairement grande, limitée par ce taux d'absorption critique. Et là, on peut calculer que si on mettait un micro-trou noir au centre du Soleil, il y a même des physiciens qui se sont amusés à faire un modèle de Soleil où on remplace les réactions thermonucléaires du Soleil, pour produire l'énergie, on en remplace par un micro-trou noir. Le micro-trou noir, il absorbe un peu du gaz ambiant du Soleil et il émet du rayonnement et il peut alimenter comme ça, il pourrait alimenter le Soleil pendant des milliards d'années. Voilà. Voilà ce qui se passerait. Et pareil, un micro-trou noir qui arriverait sur Terre, parce que des fois on a lu des récits de science-fiction, des trucs comme ça, frayeur, un mini trou noir débouche dans le système solaire, il arrive sur Terre, il détruit tout. Pas du tout. Le micro-trou noir, je vous dis, le micro-trou noir, il aurait une masse, la masse d'un astéroïde, de rien du tout. Donc, par rapport à la Terre, c'est rien du tout. Donc le trou noir, il traverserait la Terre, effectivement, il irait au centre. Et après, il ne se passerait pas grand-chose. Vous travaillez dans un laboratoire à Marseille. Oui. Là, vous nous racontez tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les trous noirs, oui. Tout ce que l'on imagine. Concrètement, vous, aujourd'hui, vous êtes dans quel domaine? Quelles sont vos recherches actuelles? Moi, il est clair que tout ce qui m'intéresse en tant que physicien théoricien, c'est ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ne sait pas encore. Donc, toutes les questions non résolues m'intéressent. Donc, au niveau des trous noirs, ça peut être par exemple le paradoxe de l'information dont j'ai parlé, qui met en jeu justement différentes versions des théories de gravitation quantique. Est-ce que c'est la théorie des cordes? Est-ce que c'est la gravité quantique à boucle, etc., etc. Au niveau de la cosmologie, d'abord, la question de l'univers chiffonné n'est pas complètement évacuée par les observations. La question se pose toujours et se posera peut-être sans doute très longtemps. Et puis après, tous les grands questionnements autour de la nature de la matière noire, de l'énergie sombre. Mais ça, c'est l'objet d'autres conférences. On ne va pas les faire ce soir. Bien entendu. Et je voulais vous dire que j'étais ravi de vous avoir, très attentif. Je crois qu'on va se donner... Très sincèrement, pour un jeudi soir. Je pense qu'il y en a certainement parmi vous, un ou deux, qui doivent travailler demain matin. Donc, s'ils veulent se précipiter pour les quelques livres que l'on a de Jean-Pierre, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, hein. On a pu passer une commande, mais ces deux livres vraiment passionnants sont disponibles à l'entrée. Et si vous voulez discuter encore un petit peu avec Jean-Pierre et faire dédicacer les livres, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Jean-Pierre Luminet. On vous retrouve le 9 avec Alessandro Boselli qui travaille dans un laboratoire d'astrophysique à Montpellier et qui va vraiment avoir un travail passionnant à vous raconter sur les galaxies.